Ce soir, c'est occupé, vous savez comment ça se passe. Les carrés sont pas prêts, il n'y a pas de parachute. Avec ADHAX, salut comment chip. On est là, calme, imposé, hein. Les choses se font. Ouais, les choses se font. Du Bronx. Je vois que tes lancements sont en one shot maintenant, c'est bon. Non, toujours. toujours. L'imbronxable. Ouais. Donc, ce soir, nous avons un invité de marque, hein, l'homme qu'on appelle Alexis Onesta. Comment va? Ça va très bien et toi? La forme ou quoi? Cool, on est là. Donc, enfin, on a pu se caler, Alexis. Hein. C'est ça. Hein, c'était juste une question de temps. Il n'y a pas de problème. Hein. C'était juste le meilleur pour la fin. Exactement. Donc, la route, ça va, ça a été? Nickel. Et merci pour l'invitation. Non, il n'y a pas de souci. Hein. Merci d'être Donc, passé. le Nord 5-9, t'es déjà venu auparavant? Oui, je connais très bien Lille. Je connais très bien. Très bien. Hein. Ok, tu faisais quoi sur l'île? Ah bah écoute, il y a plein de choses à faire à Lille. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Ok. Donc, écoute, Alexis, on va revenir sur ton parcours. On va pas prendre vraiment depuis la genèse. On peut retrouver, on va dire, sur YouTube, en fait, sur d'autres interventions que tu es venu. Ouais, j'ai beaucoup raconté ma vie. Oui, Ouais. t'as beaucoup. Hein. Donc, moi, je vais revenir juste à partir de Au Maximum. Ok, Donc, Au Maximum, ça a été créé en 2001, si je dis pas de bêtises. c'est ça, l'association. C'est ça. Et en fait, Au Maximum, c'est quoi? C'est une agence de communication, de presse? Alors, au moment où c'est créé, c'est un magazine. Ok. C'est un magazine, c'est un fanzine même. C'est un fanzine que je lance parce que j'ai fait plein de choses dans le rap et que j'ai envie de réunir un peu mes activités. Et donc, je crée un magazine fortement inspiré de Get Busy par Cher que vous avez reçu ici. Ok. Voilà. Ce sont tes inspirations. Hein. Ah oui, clairement. Clairement, c'était vraiment un magazine que j'adorais, que je galérais à trouver, que je garde d'ailleurs comme des vraies reliques chez moi. Et donc, je lance ce magazine-là. Big up à Bustaflex d'ailleurs, qui a été le premier à accepter d'être en couverture de ce fanzine qui n'existait même pas quand il a accepté. Ok. Et après, j'ai fait mon petit bout de chemin dans le milieu. Je rencontre quasiment toutes les personnes ayant fait quelque chose dans la musique rap entre 2000 et 2010, entre Paris, Marseille, bref, vraiment partout en France. Et c'est comme ça que je me fais un petit nom dans le milieu. Voilà, grâce à Au Maximum. Et après, ça deviendra, des années plus tard, une agence de communication. On a travaillé avec, pareil, énormément d'artistes, Et ça, énormément de disques d'or et tout. Ouais. Ça à partir de quelle année, l'agence de communication? Ça fait 10 ans, là, donc à partir de... un peu plus, ça fait 12 ans, donc c'était en 2016, 2014, vers là. Ok. En tout cas, moi, je sais que à l'époque, je t'avais envoyé un mail. Tu travaillais avec Take Your Mike. Oui, bien sûr. Avec Bien Take sûr. Your Mike. J'étais manager de Take a Mike et on a fait beaucoup de choses ensemble, ouais. Ok. Donc, il était sur l'île pour un concert à la cave au Poète à Roubaix. Oui, On était partis à deux, ou quoi? Ben oui, on a fait l'interview. Mais oui, on oui. était partis à deux. d'accord. C'était validé par Alexis Adax. Hein. Ah, ok, d'accord. Voilà. Hein, Ok. C'était mon gars Adax qui a fait l'interview de Take Your Tu Mike. m'as à fait l'époque. peur, je pensais que je vous avais recalé ou quoi. Je me suis dit, il va ressortir un dossier dès le début de l'interview. Ok, d'accord. J'avais bien fait mon travail, on est d'accord. Ah non, franchement, le boulot était fait. Ok, hein. nickel, parfait, En tu tout m'as fait peur. cas... Non. Donc, c'est mon gars Adax qui a fait l'interview. Hein. Ah, ouais, c'est vrai. Toujours disponible. Hein. Il était bon à l'époque, Take Your Mike. Hein. Ouais, si, ouais, t'es chaud. Ah oui, hein. Mais attends, ce truc, Take a Mike. Tu sais qui écoutait beaucoup Take a Mike? Non. C'était Cléa. Ok. Cléa était grand fan de Take a Mike. Ok. Ah oui, Ouais, Take a Mike, moi j'ai participé à Blessure d'amour, à ce qu'il avait fait dans l'émission de Fianso, et surtout à son freestyle, sa série de freestyle là, qui était incroyable. On était 3, le caméraman, moi avec un parapluie pour vraiment faire attention à la caméra, et Tech qui rappait. Et ce freestyle là avait vraiment explosé vraiment tous les compteurs, quoi. Strict minimum. C'était incroyable. Parce qu'à l'époque, il avait ramené une hype. Hein. Il mettait souvent il se naturait les cheveux assez régulièrement. Ouais. C'est ça. Et après, pas mal d'artistes ont recopié plus ou moins son style. Hein. Ah bah ils ont Il a pas du copié flow, que ça, hein. Ils ont copié les vêtements, Ah oui, son hein. style, Ah oui non, vraiment c'est quelqu'un qui a été une inspiration pour énormément de jeunes artistes par la suite, hein. Non, c'est clair. Donc, non, franchement, il y avait un temps d'avance. Hein. Ouais. Il y avait déjà le goût, on va dire, tu sais, tout ce qui est fashion, etc. C'est ça. Donc, il y avait déjà ce truc-là. Hein. Vraiment big up à lui. Ouais, Adax, Ouais. hein, qu'est-ce que tu t'en souviens de cette interview de Take Your Mike? Ah non, En deux, mais- trois mots. Franchement, le mec, en fait, hyper cool. Le mec hyper cool, hyper simple, tu vois. C'est ça. Et aussi, en fait, un vrai passionné de musique, en fait. Exactement. Donc, je me rappelle, et en fait, c'est vrai que c'était un truc, moi, je me rappelle parce que il a émergé, en fait, à l'époque
où il y a eu en fait une génération avec les 3010 et compagnie. Ouais. Bah, c'était le même crew, EDI. Voilà, Exactement. donc il y avait tout ce truc-là. Et donc, C'est ça. moi, je suivais un petit peu de loin, tu vois. Ok. Et donc, j'ai aussi en fait ma fille qui regardait les trucs et Ok. qui aimait beaucoup en fait Take Mike, tu vois. Ok. Donc, le gars m'a appelé, il me dit la cave aux poètes, il y a Take Mike qui est là, vas-y, let's go, on y va. Let's On est go. parti, Ok. on a fait le boulot, quoi. Let's go. Non, c'est ça. Hein. Et après, par rapport concernant ton rooster, Mhm. moi, c'est Joker. Ah. Donc, si tu peux me parler de Joker, parce que moi, personnellement, c'est comme si, en fait, il était pas assez reconnu, validé dans le game, alors qu'il a fait des trucs Ah. de dingue. En fait, on dirait qu'il est toujours à l'écart. Même En- par rapport au feat, même par rapport au feat avec Mhm. des grosses têtes, on ne le voit pas souvent. Et il revient de loin, Joker. Hein. Alors, je vais pas parler au nom de Joker, de Davidson ou de Isma, Mhm. même si c'est des personnes que j'apprécie vraiment de tout mon cœur, c'est vraiment la famille. Mais de l'analyse que j'en ai moi, c'est déjà qu'avec la MZ, je sais pas si vous en souvenez, mais ils ont fait vraiment énormément de featuring. Ouais. Et moi, pour te dire, la première fois, ils ont fait énormément de featuring et de médias. Mhm. Et moi, la première fois que je vois Joker, d'un point de vue professionnel, on s'était déjà croisés en soirée, tout ça, etc. Mais la première fois qu'on se voit pour travailler ensemble, il me dit, Alexis, je te remercie vraiment d'avoir fait le déplacement. C'est cool que le label nous ait mis en relation, etc. Mais moi, je ne vais plus faire d'interview. Ok, ok, Voilà. ok. Et moi, je suis une agence de com. Donc, je suis là, je dis, bon, ok, c'est cool, mais Ok. c'est la première fois qu'on me l'a fait, et tout machin, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, c'est là où tu vois, c'est important que les managers, communicants, les personnes qui ont des réflexions autour des artistes les écoutent. Parce qu'on avait fait un coup qui avait vraiment marqué. C'est que lorsqu'il m'a dit qu'il voulait plus aller faire d'interview, parce qu'il avait vraiment tout fait, je lui ai dit, en fait, j'ai réfléchi à une idée, je lui ai dit, ben, puisque tu veux plus en faire, aller en faire, on va nous les faire venir. Et on avait fait une vidéo qui a été supprimée par la suite parce que ça avait créé une grande polémique. Ok. Mais on avait fait venir un journaliste de chaque média de l'époque. Ok. Donc on avait fait venir Mehdi, on avait fait venir un gars de Combini, on avait fait venir un gars de Mou, on avait fait venir un gars de Génération. Et en fait, on avait filmé un interview où ils étaient tous avec Joker, Comme une conférence de presse. comme une conférence de presse, mais organisée, filmée, etc. D'accord. Et c'était assez incroyable parce que voilà, c'était la première fois que tu voyais ça vraiment filmé, organisé et tout, mais pas en mode conférence de presse où tu vois que l'artiste et t'as les journalistes que tu entends ou quoi. C'était vraiment une sorte d'interview filmée, mais où il y avait vraiment toute la presse. Et ça avait fait grand bruit. Et c'est comme ça qu'on a commencé un peu à travailler ensemble. Et après on est parti à Los Angeles pour les BET, où j'avais fait nommer dans la catégorie artiste international. Ok. On a fait des voyages en Guadeloupe, on a fait des clips ensemble, on a fait plein d'opérations. Il a signé la préface de Joker, de Rick Ross, pardon. Lorsqu'on a sorti le bouquin, je lui ai demandé de faire la préface. Donc oui, c'est vraiment Isma, son manager, je le connais depuis très 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 longtemps. Davidson, Joker, voilà, c'est la famille. Et par rapport à ta question, le fait qu'il soit pas, comme tu l'as dit, reconnu ou dans le milieu, il répondra mieux que moi, mais je pense que c'est volontaire parce qu'il a trouvé lui-même son équilibre. Ok. Là, dernièrement, j'ai eu Isma au téléphone. Ils viennent de faire plus de 150 dates en showcase ou en concert. Il vient de remplir Bercy. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a trouvé son équilibre, son économie, son équipe. C'est le premier artiste à avoir fait... c'est la première artiste rap à avoir fait un partenariat avec Harley Davidson. Oui, oui, oui. C'est leur délire, tu vois, Davidson, c'est leur délire de moto, de rock. Non, il est juste heureux, quoi. Et quand tu es heureux, tu le partages en famille, mais tu n'as pas envie forcément de te mélanger avec tout le monde. Donc, c'est voilà. Deux petites choses pour Mhm. dire, s'il te plaît. Déjà, premièrement, pourquoi ça avait fait polémique la conférence de presse? Parce que, tu sais, c'est le fait qu'ils viennent Mhm. et que ce soit organisé par une agence de communication, les gens sont attachés à un journalisme indépendant, etc., etc., alors qu'aucun journaliste n'est vraiment indépendant de manière générale. Mhm. Mais en tout cas, voilà, mais ça avait fait polémique, mais rien de grave. C'était juste que, voilà, D'accord. mais ça avait fait son buzz. Ok. Et pour reparler un peu de Joker, Mhm. juste pour ton analyse personnelle, Bien sûr. est-ce que tu penses que la manière dont ça s'est terminé avec la MZ Mhm. a été préjudiciable pour lui pour la suite, notamment dans le milieu? J'ai envie de te dire la preuve que non. Parce que justement, tu vois, il y a eu des polémiques, si je ne me trompe pas, par rapport au fait que Davidson, en tant que producteur, manager de la MZ, et étant le frère de Joker, a peut-être
eu une préférence à un moment donné par rapport à X, Y raison. La réalité objective, sans du tout remettre en cause les membres de la MZ, que je ne connais pas à titre personnel, c'est que dans la MZ, Joker était déjà une star, soyons clairs et honnêtes, Oui, oui. objectifs. Et derrière, il a continué sa carrière comme il devait comme il devait la continuer. Et objectivement, moi, j'étais à la Arena, c'était magnifique. C'était magnifique. Il y a sa maman qui a fait un message durant le concert. Moi, je la connais. On est partis à Los Angeles tous ensemble, en famille, tout ça, etc. C'est une équipe, c'est un équilibre comme j'ai rarement vu dans le rap. Réellement, c'est sincère, c'est honnête, c'est eux, quoi. Et pour moi, donc, non, il a fait le bon choix de carrière qu'il avait à faire. Ok. Voilà. Et concernant ton agence de communication, on va dire quand tu bookes tes artistes, on va dire dans tel média, Ouais. c'est validé, on va dire. Comment dirais-je, c'est les artistes qui décident ou bien c'est toi, on va dire, tu prends ton carnet d'adresse et tu dis un exemple, lundi 14h, il y a tel média, mardi, c'est tel média. Comment ça se peaufine tout ça en fait? Si tu veux, alors, pour te répondre, je vais te parler d'un problème que j'ai souvent avec les artistes et tu comprendras comment j'organise l'histoire. C'est que souvent, les artistes, quand tu commences à bosser avec eux en tant qu'agence de communication, comme on a bossé et comme on bosse avec des gros médias régulièrement, ils ont tout de suite envie d'y aller. Ok. Sauf qu'en réalité, c'est super simple. Pour avoir de gros médias, il faut avoir fait ses preuves dans les petits médias. Et ça, je ne le répéterai jamais assez aux artistes. Ne sous-estimez pas l'importance des médias, aussi petits qu'ils soient et indépendants. Parce que les 100, 500, 1000, 3000, 5000, 10 000 vues que vous allez faire sur un média indépendant sont des personnes qui ont pris le temps de diguer sur ces médias-là, qui ont pris le temps de regarder, de s'intéresser aux questions, etc. Donc oui, demain, moi je pose toujours la question, est-ce que demain, si on met ton nom sur la Tour Eiffel, est-ce que les gens t'ont assez vu pour savoir qui tu es? Quand Céline Dion met son nom sur la Tour Eiffel et qu'elle dit « je reviens » et je fais un mois de Bercy ou d'Accor Hotel Arena, je ne souviens plus où elle est. 13 ou 16 concerts. Ouais, non, mais voilà. Mais tout le monde sait qui est Céline Dion. Ouais. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Si demain, moi, Alexio Nesta, je suis un rappeur et qu'on met Alexio Nesta sur la Tour Eiffel, est-ce que ça va vous pousser à acheter des places de concert si vous ne me connaissez pas? Non, vous allez dire c'est qui ce mec? Vous allez dire, tu vois? Et pour qui il se prend? Exactement, tu vois. Et donc, il y a un travail de notoriété à construire que j'essaye d'expliquer régulièrement aux artistes. Et ça, c'est mon travail, tu vois, c'est de leur dire, voilà, un exemple simple, tu es un artiste caribéen, est-ce que tu veux tout de suite aller, pour donner un exemple, à Skyrock, ou est-ce que tu dois d'abord faire tes preuves au moins chez toi, parce que le jour où tu iras à Skyrock, si tu as fait tes preuves chez toi et que tous les amateurs de musique caribéenne, caribéens ou pas, mais tous les amateurs de musique caribéenne te connaissent, ils vont te soutenir et se sentir concernés quand tu iras à Skyrock. Oh ouais. Mais si tu arrives à Skyrock et que personne ne te connaît et que tu débarques là-bas, pour moi, c'est une erreur stratégique de la part du producteur, de la part de l'agence de communication et de la part du staff, quoi. Donc ça, c'est mon travail, c'est d'expliquer. Pareil par rapport au featuring. Demain, je me mets à rapper, j'ai un featuring avec Jul ou Gims. Vous allez vous dire, mais qui est ce mec? Donc en final, il faut peut-être arriver tranquillement avec un featuring à ta taille, plus gros, machin, etc. pour après finir avec des artistes qui vont changer ta vie. Mais il y a, je pense, là c'est l'âge qui parle, mais avec Internet, il y a une histoire d'instantanéité qui a un peu bousillé le cerveau de pas mal de personnes qui oublient que d'abord, avant d'avoir ton diplôme, tu dois faire tes classes, quoi, simplement. Et c'est ce qu'on fait à l'agence. Non, c'est ça, hein, parce que c'est vrai que malheureusement, on va dire les artistes, à peine qu'ils ont une hype, ils veulent tout de suite aller dans les gros médias, C'est ça. etc. Et quand il y a, on va dire, certains médias SP, indépendants, etc., limite, ils négligent un peu, en fait. Tu vois, par exemple, il y a un artiste dont je suis très très fier avec qui je suis très très fier d'avoir bossé, c'est A2H. Oui, il y a des achats. Ok. ouais. Parce que franchement, je considère, et je pense qu'il le confirmera, c'est quelqu'un qui a été très 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 longtemps dans le game, Oui. tu vois, mais depuis très longtemps. Et quand on a bossé avec son équipe et lui,
j'ai l'humilité et sans du tout remettre en question son travail, qui est la base de ce qui nous a permis, nous, de travailler en tant qu'agence de communication. Mais j'ai l'impression qu'on lui a vraiment fait passer un cap. On a eu ses premiers disques d'or avec lui. On l'a amené, pour citer des noms, par exemple, chez Combini. On l'a amené chez des médias beaucoup plus gros qui l'ont fait découvrir à d'autres personnes. Et avec son équipe, et avec son talent, et avec sa créativité, et avec sa touche un peu différente, guitare, etc., ben, quand il est arrivé sur ces gros médias-là où on a réussi à le placer, tout le travail qu'il avait fait en amont pour justement réunir des médias, et ben, tous les gens qui l'ont vu kicker depuis les années 2000, ils ont dit voilà, c'est l'heure de notre A2H. Tu vois, et donc ils l'ont poussé. Et ça, tu vois, nous, on a juste été la petite cerise sur le gâteau qui lui a permis, mais il a fait les choses dans l'ordre. Et ça, c'est magnifique, quoi. Ce que tu dis, c'est vrai, parce que c'est vrai que nous, notre média à nous, là, on reçoit beaucoup d'artistes qui sont ce qu'on appelle en rampe de lancement. C'est ça. Qui se lancent. Et c'est vrai que quelques mois ou quelques années après, quand on les voit dans notre sphère, c'est vrai que ça nous fait avoir un autre regard. Exactement. Exactement. Et A2H, c'est un très bon exemple, hein, parce que lui, il a longtemps baigné dans le système indépendant, les petites salles, etc. Maintenant, il fait des grosses salles. Il fait Bataclan bientôt, là. Il fait le Bataclan. Big up à lui. Ouais. Et ça se passe bien. Hein. Il a fait un Olympia aussi. Franchement, je suis super content pour lui. Non, c'est ça. Hein. Donc, Adax, tu veux rebondir un peu sur... En fait, moi, je trouve que c'est hyper important, en fait, le truc que tu viens de dire. Parce qu'effectivement, tu vois, dans les années 2020, donc les années rap de maintenant, quoi, avec le tout streaming, avec le tout internet, les artistes d'aujourd'hui, en fait, ne savent plus prendre leur temps. Ça veut dire que, comme tu l'as dit, en fait, ils grillent énormément en vérité d'étapes. Et une fois en vérité qu'ils montent en vérité hyper haut, comme ils ne sont pas sur des bases solides, lorsqu'ils redescendent, ils ne savent plus comment remonter. C'est ça. Et j'ai bien aimé en fait ce que tu as dit, parce que tu pars en vérité sur un truc qui sont en vérité les fondements. C'est souvent en fait les trucs qu'on explique en fait lorsqu'on a l'habitude d'avoir des artistes, c'est que le fait en fait de pouvoir regarder les autres, faire des grandes salles, faire des grands chiffres, des trucs et tout, ça peut être un but. C'est cool, mais c'est pas le chemin de tout le monde. Tu as des artistes en vérité qui réussissent en faisant en fait une autre sorte d'économie. Des salles en vérité plus simples, plus petites, mais avec des auditeurs qui vont être des supporters. C'est ça. Et qui vont te suivre tout le temps. C'est pour ça que souvent, je parle d'un truc, moi je parle de la qualité du chiffre. Je préfère largement en vérité voir un artiste qui a 10 000 auditeurs en fait, qui sont hyper attachés, qui vont toujours le soutenir quand tu vas sortir un projet, qui vont acheter en vérité son merch, qui vont suivre en vérité pendant les concerts, qu'une personne en vérité qui veut tout de suite être dans le star system, je vais dire, ou bien dans le mainstream, parce qu'il va avoir en fait un morceau qui va parler en vérité à beaucoup de monde, mais sur le morceau d'après, en fait, eux, ils sont juste là parce que là, c'était à la mode, et le morceau d'après, en fait, ils seront plus là, tu vois. Ouais, je trouve que c'est hyper important ce que tu viens de dénoncer, parce que, ouais, effectivement, les mecs, être au top, en vérité, c'est hyper bien, mais il faut commencer par les bases, en fait. Ouais. Et tu avais Luigi qui avait théorisé ça dans une interview où il avait expliqué que 10 000 personnes qui lui donnent tant, etc., ou même 5 000 ou 1 000 qui lui donnent tant et tout. J'ai trouvé ça super. Moi, par exemple, tu vois, l'exemple, alors c'est pas un artiste avec lequel moi j'ai bossé, mais Jossman, je l'ai vu faire des premières parties d'artistes avec qui j'ai collaboré, ou même j'ai vu faire des premières parties sur des festivals. Aujourd'hui, là, il sort d'un Bercy, je crois, si je me trompe pas. Voilà, tu vois. C'est ça, il a fait une très grosse. Donc voilà, c'est pas plus compliqué. Hein. Tu sais, comment dire, la régularité, la persévérance, voilà. Et comme je t'ai dit, moi, j'ai vu faire des premières parties. Et aujourd'hui, voilà, c'est pas plus compliqué. Et surtout pour rebondir par rapport aux médias, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'entre ce qu'on appelle les médias mainstream et les médias un peu indépendants, c'est pas le même type d'interview. Quand vous allez dans les médias mainstream, parfois j'ai l'impression que les artistes qui vont là-bas, ils sont étonnés qu'on leur parle pas de rap. Sauf que là-bas, c'est pas là-bas qu'ils vont te parler des 2-4-6 et savoir comment poser ton temps, etc. Et donc pour ça, il faut être déjà préparé. Et puis au-delà de ça, il faut savoir aussi, ça c'est un truc qui manque beaucoup dans le rap, c'est le média training. C'est-à-dire que, tu vois, c'est pas tout le monde qui a la capacité de s'asseoir sur un plateau télé à TF1 et de driver ça. De driver les sourires, de driver les blagues, de driver, tu vois, on a tous à peu près le même âge.
mais on s'en souvient de la catastrophe qu'avait vécue Fab à Taratata, qui nous avait tous choqués à l'époque, quand Charleroi et Nagui s'étaient moqués du rap et qu'il avait tenté d'expliquer que c'était pas normal de faire ça sur un plateau et qu'en fait, il s'était fait foudroyer par Nagui, ouais, c'était pas content, etc. Et ça, il faut savoir le gérer. Et Fab avait eu raison de partir à ce moment-là et de réagir comme il réagit. Mais tu vois, encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, je pense, j'en parle encore. Ouais. Parce que quand tu as un problème au niveau, t'as Chris avec Koé, tu vois, ce qui avait mis sa carrière à l'arrêt, tu vois. Effectivement. Tu vois, en fait, on se rend pas compte, mais quand tu réouvres le livre d'histoire, NTM, à qui un député RPR à l'époque, LR aujourd'hui, avait demandé, ouais, ben si vous dénoncez tant Saint-Denis, etc., prenez votre argent et reconstruisez Saint-Denis. Tu vois, le mec il dit ça, mais c'est une absurdité, mais lui il est là pour faire le spectacle. Lui, il est là pour faire le show, lui, il est là pour qu'on tienne sa phrase. Il a son agenda, lui. Quand toi, t'as pas les codes pour répondre à ça, ben, c'est compliqué, tu vois. Et surtout, c'est pas une question d'intelligence ou quoi. Ah non, oui. C'est l'ambiance autour. C'est les codes. Qui joue énormément. Ah oui. C'est pas parce que t'as pas les codes que t'es plus bête. Hein. Ouais. Je suis pas en train de te dire que Chris, Fab ou NTM n'ont pas su gérer la situation. C'est juste une situation où tu n'as pas les codes pour gérer ça parce que... Taratata, Nagui, Koé, machin, c'est leur métier en fait. C'est leur métier de sortir la petite phrase qui va te déstabiliser pour faire du buzz. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, il y a des choses à faire avant d'y aller. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, c'est ça. Hein. Donc, au MacBook, franchement, c'est un projet audacieux. Hein. C'est un projet fou. Ah oui, hein, franchement. Ça n'a aucun sens. Ah oui. Hein. Qui paraît évident aujourd'hui. Non, c'est ça. Hein. Ouais. Mais comment t'es venu l'idée ? Écoute, on est en 2019-2020. Au maximum, l'agence de communication a donné naissance à plein d'autres structures, dont par exemple Statistics, qui est mon agence de marketing digital, où là, on gère tout ce qui est Google, Meta, etc. SFTB, qui fait pas mal de communication aussi sur Marseille. À l'époque, il y a plein de structures comme ça, environnement, qui gèrent la partie promo mais pop, où on a bossé avec des artistes comme Bébé Brune, comme Bilal Hassani, comme Stahl, Scheim, etc. Bref, j'ai plein de structures et je me retrouve à un plafond. Okay. Quand j'arrive au bureau, je vois des disques d'or partout, des disques de platine, des trucs, je suis content. Mais je sais qu'à partir du moment où tu n'avances plus, tu régresses. Donc je commence à aller chercher, c'est pas très compliqué, hein, je commence à aller chercher le savoir chez des personnes qui ont fait 10 fois, 20 fois, 100 fois ce que moi-même j'ai réalisé. Donc je commence à lire des bouquins de Steve Jobs, de Richard Branson qui a fait Virgin, pas Elon Musk à l'époque, mais voilà, de tous ces grands entrepreneurs mondiaux, voilà. Sauf que en enchaînant ces bouquins-là, bah, je me rends compte que je suis pas blanc. Je me rends compte que je suis pas africaner comme Elon Musk, que je suis pas né à Silicon Valley, que contrairement à Bill Gates, Bill Gates, il a dans son lycée, même pas dans son lycée ou dans son collège, voire dans sa primaire, j'en souviens plus, un ordinateur qui prend toute la pièce. Là. Les gros ordinateurs, vous savez, d'avant, là, qui étaient des armoires et tout, mais il a accès à ça. Moi, je suis un noir ayant grandi dans le 93. Et je me dis qu'à chaque fois que je lis le bouquin, Mark Zuckerberg, il a arrêté Harvard, tu vois, pour construire Facebook, mais il était quand même à Harvard. Et je me rends compte que... permis, tu te trompes. Oui, voilà, tu vois. Même permis tu vois. Ouais. Moi, ma mère, elle m'aurait envoyé à Harvard, je te jure, j'aurais fini. Tu vois, voilà, soyons clairs. Et donc, je me rends compte que comment il s'appelle, Jeff Bezos, il a créé Amazon avec sa famille qui lui a donné $400 000. Exactement. Ça ne veut pas dire que moi, j'aurais créé Amazon si on m'avait donné $400 000, hein, mais ça veut dire que moi, en tout cas, j'ai pas eu $400 000 pour créer mes boîtes. Et donc, je me rends compte que je lis des histoires qui sont inspirantes d'hommes et de femmes qui ont changé le monde en bien, en mal. Ça, c'est chacun voit midi à sa porte, mais en tout cas, voilà, qui ont changé le monde, qui ont créé des entreprises incroyables, mais que personne me ressemble là-dedans, en fait. Et que même si je respecte leur parcours, je ne peux pas m'identifier à eux. Et je me dis, là où, en fait, par rapport à ma culture, par rapport à ce que j'écoute, par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je consomme, le savoir, je vais le trouver aux États-Unis. Sauf qu'à ce moment-là, je ne lis pas. Parce qu'il y a une vraie différence entre parler anglais et lire en anglais.
Lire en anglais, c'est quand même une gymnastique particulière de concentration, tout un bouquin, etc. Mais je me force quand même. Et là, je découvre une mine de savoir hallucinant. Parce que toutes les personnes que l'on connaît, que l'on côtoie, que l'on cite toute la journée, Dr. Dre, J. Prince, il faut le dire, malgré son comportement qui est inacceptable, condamné et condamnable, P. Diddy, voilà, etc. C'est des personnes qui ont écrit leur histoire, déjà, tu vois. Et donc, je lis ces bouquins-là et je me prends une claque incroyable. Et il s'avère... Et donc, je suis dans le métro, en rendez-vous, partout, et tout le monde me pose des questions tout le temps sur le livre que j'ai, peu importe le livre que j'ai, tu vois. Ah, je savais pas que Rick Ross avait fait un bouquin. Ah, je savais pas. Ah ouais, mais c'est en anglais, c'est relou. C'est en anglais, c'est relou. Enfin, tu vois, enfin, avec des vieux, des jeunes, des hommes, des femmes, des blancs, des noirs, c'est toujours le même principe. Non, mais c'est vrai. Hein. Ils voient le livre, ils sont intéressés, ils voient que c'est en anglais, ils abandonnent. Donc je me dis, ok, ça reste dans ma tête malgré tout. Je me retrouve à New York pour un rendez-vous business musique. Et je me dis quand même, je vais quand même poser la question. Et donc je prends rendez-vous avec une grande maison d'édition qui s'appelle Simon & Schuster. Parenthèse, quand je prends rendez-vous avec eux sans aucun projet, sans aucune expérience dans le monde de l'édition, et je n'avais pas d'idée de lancer une maison d'édition à ce moment-là, ils me répondent, ils me reçoivent. D'accord. Parenthèse, France, États-Unis. Okay. Bon courage pour avoir rendez-vous chez n'importe quelle maison d'édition ici. Voilà, parenthèse. Ils me reçoivent, ils me disent oui, vous aviez des questions, qu'est-ce que vous voulez et tout machin. Et donc moi je leur dis comment ça se fait que les bouquins que je lis, donc je leur cite des bouquins, etc., ne sont pas disponibles en français. Et j'arrive vraiment fâché, quoi. Tu vois. Et je leur dis ouais, comment ça se fait que ces bouquins-là sont pas disponibles en français, parce que est-ce qu'on est encore dans les années 90 où quand on devait aller chercher les albums, on devait aller fouiller dans les bacs de la Fnac import avec des araignées dessus et tout? Est-ce qu'on en est encore là pour les bouquins? Je comprends pas. Et ils me disent ah mais non, nous en fait limite ils me disent nous on est des Américains, on aime l'argent, tu sais. Donc si en fait nous on veut que nos bouquins soient vendus partout, dans toutes les langues si vous voulez même. Mais par contre pour vendre ces bouquins-là, sur les bouquins spécifiquement, comme quand tu sors un film, il faut une agence, une société de production française ou d'exploitation au minimum pour sortir le film. Bah pour sortir un bouquin, il faut une société française. D'accord. Et à chaque fois qu'on a proposé ce type de livre aux maisons d'édition françaises, elles ont refusé de les traduire. Elles ont refusé. Voilà. Ah oui, parce que oui. Elles ont refusé de les traduire. Parce qu'il n'y a pas de marché pour les livres noirs en France, parce que les Noirs ne lisent pas, bien entendu, on ne sait pas lire. Selon eux. Et oui, bien. tu sens un peu Bien sûr. voilà la critique et le sarcasme dans ma voix, tu vois, parce que quand un livre de noir sort, il n'est destiné qu'aux noirs. Tu vois, ça aussi c'est une idée, tu vois, comment dire, préconçue que l'on a. Quand Black Panther sort, il y a que les noirs qui vont aller voir au cinéma, bien entendu, tu vois, c'est connu. Et donc ils me disent nous sans partenaire on peut pas le faire. Et donc moi je suis là et il y a mon cerveau qui se divise en deux. Il y a mon cerveau revendicatif qui me dit Alexis, la communauté a besoin de toi. Et il y a mon cerveau business qui me dit mais et là je suis tombé sur un truc, ça va être incroyable. Et donc les deux cerveaux se mixent et je leur dis ben vous savez quoi, puisqu'ils veulent pas le faire, moi je vais le faire. C'est incroyable. Et ils me disent mais monsieur on vous connaît pas. Ça veut dire que tu réponds comme ça lors du ah oui, rendez-vous, non, vraiment. Et après, tu vois, j'étais là un certain temps, j'étais là pendant 2-3 semaines et tout. Je leur dis ça, je dis ouais, s'ils veulent pas, on va le faire. Et j'ai pas de société pour le faire parce qu'il faut quand même les codes APE qu'il faut, voilà, les numéros de SIRET qu'il faut, etc. Mais je leur dis ouais. Et dans ma tête, je réfléchis. Comme je vous ai expliqué, j'avais 16 ans, j'ai fait un magazine. Après, j'ai bossé chez Royal Wear, j'ai fait des soirées. On est passé d'un petit club, la Seine-Bastille, de 500 personnes, jusqu'à coproduire le Stade de France de Cassave et d'Admiralty. On gérait Admiralty, la première partie d'Admiralty. Entre-temps, on a fait des Bataclan, des Zénith, des Bercy, etc. D'accord. J'ai monté l'agence de communication, on en a parlé, où j'ai bossé avec plein d'artistes. Voilà, j'ai une formation de com à la fac de Saint-Denis, Paris 8, mais j'ai pas une vraie... Enfin, quand je monte mon agence, je veux juste être un passionné qui veut que le rap soit entendu là où il doit être entendu. Donc je me dis, ben voilà, on a fait des clips, on a fait des choses, pourquoi on ne pourrait pas traduire un bouquin, quoi, tu vois.
Et donc voilà, et donc je reviens des États-Unis avec le contrat de Issa Rae, qui accepte de nous faire confiance là-dessus. Et notre premier bouquin, c'est le livre d'Issa Rae, donc réalisatrice, productrice, actrice, scénariste, notamment de la série Insecure, qui est une grosse série qui a bien fonctionné ici, et d'origine du Sénégal, qui a grandi à Los Angeles. Et son bouquin, c'est Les mésaventures d'une meuf noire maladroite. Et ça, je suis encore aujourd'hui très, très, très fier d'avoir lancé ma maison d'édition dans 20 ans, dans 30 ans, après que je sois parti, quand on parlera d'Omax Books. Le premier bouquin a quand même été le bouquin d'une américaine d'origine africaine, parlant français, ça c'est découvert après, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les mésaventures d'une meuf noire maladroite. Donc je pense vraiment que le pari, le constat qu'on voulait faire avec Omax Books, il a été assumé dès le départ. Donc c'est comme ça que l'aventure commence. Franchement, c'est incroyable. Hein. Merci. C'est incroyable. Et tu vas me dire qu'on va dire, ici en France, même des gens issus de la culture, ils n'ont pas eu cette idée de monter, on va dire, une boîte d'édition pour traduire des bouquins US. Tu sais, le problème d'aujourd'hui, on en parlait un petit peu avant que l'interview ne commence, c'est que je pense réellement qu'on a perdu dans la communauté rap uniquement, parce que dans les autres disciplines du hip-hop, la danse, le graffiti, le DJing et tout, etc., il y a encore ce côté un peu excellence qui prédomine. Tu peux pas arriver au juste debout et voilà, être moyen, tu vois. Je pense qu'on a perdu le côté un peu, comme on en parlait aussi tout à l'heure, de travail, d'exigence, d'artisanat. Et en fait, quand je fais ça, on est en 2020, on est en plein Covid, les librairies sont fermées. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc c'est même pas que personne n'a eu l'idée. C'est, je pense vraiment que je suis fou, c'est tout. Tu vois, c'est ça. En fait, à la base, sur le papier, c'est une mauvaise idée. Tu vois, c'est une mauvaise idée. Peut-être que plein de gens l'ont eu, mais quand tu regardes tout le travail qu'il faut accomplir, abattre pour arriver au bout de ce projet-là, je pense que c'est pas quelque chose que des gens ont simplement envie de faire, quoi. Oui. Moi, j'ai une question parce qu'effectivement, déjà le projet en fait il est fou. Mais concrètement, lorsque tu sélectionnes en vérité un livre, logistiquement, comment on arrive en fait à faire la traduction? Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que tu as des gens qui travaillent pour toi spécialement dans la traduction, ou bien tu vas vers d'autres personnes en vérité qui sont les traducteurs officiels, des trucs, ça fonctionne comment? On a à la base qu'on voulait faire tout Omax Books est fait en interne. L'achat des droits et la négociation des droits, la traduction, la mise en page, jusqu'à il y a 2 mois, la diffusion et la distribution. Voilà, il n'y a que les livres, il n'y a que l'impression des bouquins, on ne va pas faire des photocopies, il n'y a que ça qu'on ne fait pas, tu vois. Donc vous avez des traducteurs, quoi. Ouais, exactement. Et spécifiquement quand c'est des bouquins de femmes, parce que je me refuse à mettre mes mots d'hommes sur des paroles de femmes. D'accord. Et mais on traduit nous en interne, mais à la base on voulait faire comme tout le monde, prendre des traducteurs. Sauf que un traducteur ça coûte très cher, vraiment très cher, et surtout je pense qu'il n'y a que nous, et quand je dis nous c'est pas en tant qu'humain mais en tant que communauté, en tant que fan des auteurs que l'on traduit, qui on est les seuls à pouvoir comprendre que Common, quand tu connais Common, poète, artiste rap, comment dire, profond, artiste rap d'une génération où on écrivait, où on pensait chaque lettre, chaque virgule, etc. Quand tu le traduis lui, tu traduis pas Rick Ross, qui est un gars bling bling, assumé, qui dit boss à toutes les 2 lignes, qui vient de Miami, avec tout ce que ça comporte de bling bling, de la ville, etc. Quand tu traduis un gars de Chicago, tu traduis pas un gars de Miami, tu traduis pas un gars de New York. Et ces petites subtilités-là, il n'y a que une personne issue du hip-hop qui peut comprendre les subtilités. Tu vois? Et donc, on a essayé, ça l'a pas fait, parce que trop cher, on n'avait pas d'argent, et parce que trop d'explications qui, au final, perdaient du temps et de l'argent. Donc, on s'est dit, écoute,
on parle tous anglais, ça va nous prendre beaucoup de temps. C'est pour ça que jusqu'à 50 Cent, on sortait un livre par an. Donc c'était pas comme si on est tout de suite arrivé avec les 5 premiers livres, c'est un livre par an. Ce qui est vraiment, tu vois, c'est pas beaucoup quand tu prends la taille d'un texte en réalité. Mais il fallait qu'on apprenne à le faire, il fallait qu'on le fasse bien. Voilà. Donc on l'a fait nous-mêmes. Do it yourself. Comme dans tout ce que j'ai fait. Tu vois. Voilà. C'est incroyable. Hein. Et comment tu rencontres Rick Ross, 50 Cent, Nipsey, alors, Gucci? faut savoir un truc, c'est que dans le business, il faut vraiment se rendre compte que dans le business, les bouquins pour les auteurs comme ça, ce ne sont qu'une ligne en plus dans leur business plan. Ils ont les concerts, ils ont les showcases, ils ont les marques de vêtements, ils ont les alcools, ils ont les films, etc. etc. Et donc, en plus de ça, tu as la période aussi, tu as la durée, c'est-à-dire que quand un bouquin sort, ben, il faut que le temps que je le lise, il faut que le temps que je tombe dessus, il faut que je traduise, etc. Et il y a souvent une très grande période entre le moment où eux ont exploité le bouquin et au moment où nous, on le sort. Donc, moi, à la base, j'ai aucun lien avec les auteurs. Il n'y a pas du tout de link avec les auteurs. Voilà, on signe un contrat et puis après, dans un an, quand tu as fini le bouquin. Donc, je vais essayer de faire court, mais toutes les rencontres, d'ailleurs, je le raconte dans mon bouquin, au Max Books Volume 1, justement, toutes les rencontres sont des rencontres que j'ai provoquées au forceps. Clairement. Issa, un pote me dit qu'elle fait une soirée à Cannes. J'essaye de me RSVP, de me faire inviter, etc. Donc, dans le cadre des Cannes Lions, qui est une grande conférence marketing qui a lieu chaque année à Cannes, j'essaye de me faire inviter, j'essaye de trouver un plan, j'essaye de ceci, cela. Zéro moyen. J'ai un ami, Tonje, big up à lui, qui vraiment essaye de vraiment me faire le link et tout, etc. Pas moyen. Il s'avère que je suis à mon bureau, il est 11h du matin. On me dit, on m'appelle. On me dit, oui, bonjour, je travaille avec Issa. Désolé, vos mails sont passés dans je sais pas quoi, quel spam, machin, etc. Issa veut absolument que vous soyez là ce soir. Ramenez-lui un bouquin. On va discuter, on va se rencontrer, ça sera l'occasion, etc. Je dis, oui, mais il est 11h du matin, c'est à Cannes, quoi. Tu vois, je suis à Paris, tu vois, donc comment on fait? Ah non, mais soyez là. À tout à l'heure. Ça raccroche. Et tu vois, et les quinries, quoi. Tu vois, les quinries avec tout la positivité étrange qu'ils te mettent dans la même manière que quand j'ai dit je vais le faire le bouquin, on m'a dit bah, vas-y, ok, essaye. Bah là, en fait, on me dit sois là. Et donc, peu importe. Peu importe, tu vois, je me dis bon, bah en fait, pourquoi pas. Je regarde vite fait sur EasyJet s'il reste des billets. Impossible pour moi de prendre une chambre à Cannes, comme vous en doutez. Déjà, il y avait un festival où tout était booké. En plus de ça, chambre à Cannes, bon voilà, vous connaissez les prix. Du soir même, impossible. Je me dis, mais en fait, au final, je vais en soirée, donc j'ai pas besoin de chambre. Donc je rentre chez moi. Je te jure, c'est des histoires comme ça. Je rentre chez moi, je mets un truc de quoi aller en soirée, et je prends un avion. Tu vois, EasyJet, pas un jet, hein, commencez pas à dire des trucs. EasyJet. Et j'arrive à Cannes et mon avion repartait à 4h du mat. Et donc je fais la soirée, je rencontre Issa Rae, je lui file son bouquin comme si je savais où j'étais. Enfin, je suis SDF à ce moment-là. Tu vois, je lui donne le bouquin et on connecte de ouf et tout, etc. Et donc ça se passe super bien. Common, il fait des concerts à New York. J'explique à son staff que je vais y être au même moment. On se rencontre tranquillement comme ça. Rick Ross, plus rocambolesque. Je suis le soir chez moi. Je scroll sur Insta et mon téléphone est tellement algorithmé autour de Rick Ross à ce moment-là qu'apparaît un showcase de Rick Ross à Paris. Moi, j'ai une longue expérience dans la nuit, j'ai fait pas mal de soirées, j'ai créé des concepts et tout, etc. Donc j'appelle tous mes potes DJ, je leur envoie des SMS. Qui fait la soirée? Est-ce que vous connaissez le nom du portier, du machin, du ci, cela? Et entre-temps, j'envoie un mail aux États-Unis pour leur dire que qu'il sera là, il faut absolument qu'on se connecte. Et il s'avère que voilà, on me donne rendez-vous avec lui. Et ce qui est drôle avec cette histoire, c'est que quand on se rencontre dans le hall de l'hôtel, je vois dans ses yeux que quand son staff lui a dit « il y a ton éditeur littéraire français qui va venir t'amener des livres »,
il s'attendait pas à me voir moi, en fait. Je veux dire, l'archétype de l'éditeur français, c'est pas toi. Voilà. Il s'attendait pas à me voir moi. Donc, quand il m'a vu, il m'a dit, il s'est dit, c'est le livreur ou c'est le, tu vois, c'est pas lui, tu vois. Et donc, je lui ai expliqué et tout machin. Il m'a dit, ah non, gars, franchement, ce que tu es en train de faire là, c'est chaud, tout ça, bravo et tout, etc. Et après, quand on a passé le cap des 10 000 livres vendus, il a fait un concert en Guadeloupe, dans un festival. Ok. Et donc, je lui ai fait un livre d'or, comme un disque d'or, tu vois, un livre d'or, où j'ai été lui remettre en Guadeloupe chez moi, en plus, tu vois, donc c'était vraiment symbolique. Voilà, 50, c'est important que je vous raconte l'histoire parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment mal pris jusqu'à aujourd'hui. Okay. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment convaincu de partir entreprendre aux États-Unis. Je sors d'à peu près 10 000 livres vendus de Rick Ross. Donc pour moi, je suis... c'est incroyable, hein, ouais, vraiment, livres, hein. Moi, je suis le roi du monde à ce moment-là. Hein, tu vois, je suis... Bref, tu vois, pour moi, j'ai monté la maison d'édition de demain, quoi, tu vois. Donc je flotte et tout. Et je lance 50 Cent. Donc là, voilà, je sors d'un banger et je lance un autre banger. Et je devais le sortir en mars 2023. Sauf que j'apprends que 50 vient en concert, une série de concerts qu'il a fait, dont un à la Défense Arena. Oui. Il a fait Nantes, Strasbourg, Nice et Paris. Et j'apprends qu'il vient là, donc bien entendu, je décale ma sortie pour être au même moment que sa venue. Donc je décale à octobre et tout. Entre mars et octobre, ça fait 25 ans que j'évolue à peu près, tu vois, avec mon association, avec mes boîtes, etc., dans le milieu. J'appelle toutes les personnes qui, de près ou de loin, pourraient me mettre en relation avec 50 Cent. Mais pas pour lui faire un bisou. Pas pour faire une photo de fan. Pas pour faire la groupie, tu vois. C'est les affaires. Et surtout, je viens de montrer ma crédibilité avec Rick Ross en faisant Issa Rae, Common, Taraji P. Henson, nommé aux Oscars, et Rick Ross. Common qui a quasiment le ego, là, c'est-à-dire Emmy, Grammy, Oscar, et il en manque un. Et Issa Rae qui, pareil, flotte sur le cinéma américain. Et en fait, pendant 6 mois, impossible d'avoir une réponse concrète de toutes les personnes gravitant autour de 50 Cent. Et pour avoir, moi, fait pas mal de concerts, de machins, etc., je sais que si j'étais un pote ou une groupie ou un etc., j'aurais accès à 50 Cent. Tu vois ce que je veux dire ? Donc j'ai vraiment la haine à ce moment-là. Et soit je me braque et je bouge chez moi, soit je trouve une solution. Donc je dis, tu sais quoi, Alexis, te prends pas la tête, fais comme tu as fait d'habitude, fais-le à l'ancienne. J'ai pris ma place de concert pour chacun des concerts. Nantes, Strasbourg, Nice et Paris. J'ai pris ma chambre d'hôtel pour chacun des concerts et mon train, tout ça, etc. J'ai dit, là où il sera, je serai là. Et je vous jure que je vais le voir, les gars. Mais t'es chaud. Ah, mais gars, au bout d'un moment, ça fait 6 mois que je demande à l'organisateur, au staff, etc., etc. Et la maison d'édition américaine ne peut pas m'aider puisque ça se passe en France. Limite, ils me disent, mon gars, t'es chez toi. J'ai envie de te dire, débrouille-toi, tu vois. Si encore c'était aux États-Unis, pourquoi pas. Mais là, on peut pas imposer des choses aux Français. Et donc, je fais ça. Et première date où je suis Strasbourg, je rentre. Donc, vraiment, c'était des places normales. Hein. C'était pas des places VIP, machin, etc. Une place normale. Et je vois le staff US qui gère le merchandising. D'accord. Qui sont au milieu de l'entrée, etc., qui vendent des t-shirts, des casquettes, etc. Et je vais les voir, je leur dis, excusez-moi, je suis l'éditeur français de 50 Cent, je voudrais bien le rencontrer, voilà, etc., lui filer des bouquins, échanger avec lui, est-ce que c'est faisable et tout. Les gars, ils m'ont posé 2 questions. Ils m'ont dit, t'es tout seul ? Je lui ai dit, oui, je suis venu travailler, je suis pas venu entre potes, machin, et tout. Ils m'ont dit, t'as les bouquins sur toi, là ? Et je dis, oui, je leur montre les bouquins, et tout, ils voient le truc, ils me disent, ok, tu nous attends à la fin du concert, on va te faire passer avant les meet and greet, tout ça, etc. Et tu vas pouvoir faire ce que tu as à faire et tout. Et dans ma tête, je me dis même, c'est tout. C'est genre, tu vois. Et le gars, il me dit, ouais, mais enfin, dans sa tête, il se dit, oui, tu sais, tu gères l'image de 50 en France avec ton bouquin. Moi, je vends des t-shirts. Plus tu vas vendre des bouquins, plus tu vas faire de l'Unistar, plus je vais vendre des t-shirts. C'est pas parce qu'il était sympa, le mec. Hein. C'est juste parce qu'en fait, c'est un gars pragmatique. Et il se dit, bah, en fait, ce gars-là bosse avec nous. On est tous des collaborateurs d'une star qui rappe, fait des films, etc., etc.
si je lui fais une passe, à un moment donné, limite, il va aller voir 50 à la fin du concert. T'as vu, je t'ai ramené ton éditeur. C'est moi qui l'ai fait passer quand personne ne calculait, tu vois. Voilà, c'est tout. Ok. Et donc, à la fin du concert, je vais le voir, super content, on échange, etc. Et là, je me suis dit, mais en fait, je suis pas au bon endroit. Je suis pas au bon endroit, c'est pas possible. Je suis pas dans le bon pays, puisqu'au final, ça fait 6 mois que je connais tout le monde, personne ne me calcule. Et c'est les Américains qui me font passer à Strasbourg. Wow. Et c'est incroyable. Hein. Tu vois. Et donc, ce moment-là précis a été un changement de vie parce que j'ai vraiment décidé j'ai théorisé ça un petit peu aussi, d'arrêter de souffrir. C'est-à-dire, je pars du principe que quand j'ai fait mon travail, j'ai acheté les droits, j'ai traduit le bouquin, j'ai fait une belle couverture, j'ai fait un bon travail. Comme je vous ai dit, j'ai pris les places des concerts, etc., pour être vraiment sur place, pour tenter ma chance. Et à partir du moment où j'ai fait mon travail, je ne veux plus souffrir. Et juste pour rebondir, à ce moment-là, quand ça bloque pendant 6 mois, là, qu'est-ce qui bloque dans la tête des gens, en fait? C'est quelle partie de l'état d'esprit qui manque? C'est la France, c'est tout. C'est le staff français qui fait ça, en fait. C'est tout. C'est l'état d'esprit français qui fait que pourquoi on va te faire une passe si ça nous rapporte rien à nous, si c'est plus de boulot, si c'est un truc de plus à gérer, si c'est un mail à gérer, qu'est-ce que ça va nous... La France. Et c'est pas méchant de dire ça, hein. C'est pas du French bashing que de dire ça. C'est juste qu'il y a un état d'esprit ici qui n'est ni business, ni pragmatique. Tu vois, tout à l'heure, on a parlé de Take a Mic. Il y avait un concert qu'on est venu faire ici, apparemment. Il y a un interview à faire. Pourquoi? Ça m'a même fait peur parce que, tu vois, quand tu m'as parlé de ça, j'ai eu peur parce que je me suis dit, est-ce que j'ai été con? Tu vois, parce que ça aurait été con. Vous venez faire une interview d'un artiste que je gère dans votre ville. La pire des choses qui peut m'arriver, c'est que vous passiez une interview que toute votre ville va regarder. Donc, allons-y. Je vous ai ouvert les portes pour faire le truc, tu vois. Et c'était cool. Mais ça, c'est une mentalité qui n'existe quasiment pas ici. Non, c'est clair. Hein. Voilà. Bah justement, je vais profiter d'avoir la parole pour te poser une question qui ne concerne pas tellement ton parcours, mais plus ton état d'esprit d'entrepreneur. Déjà, la première chose, de ce que je constate, tu es quelqu'un qui a théorisé ce qu'on appelle le 360. Ok, ouais. Ça veut dire que tu as créé donc, l'agence, pas l'agence, mais l'entreprise Omax Book. Pas Omax Book, mais Omax. Okay. Hein, Au maximum, ouais. Voilà. Et tu as théorisé le fait que tu devais mettre un peu tes billes un peu partout. C'est très important. Dans la communication, la gestion d'images, etc. Okay. Et donc, tu as théorisé cela. Et ensuite, pour construire cela, tu pars souvent de 2 bases, parce que je sais un peu ce que tu fais et tout. C'est déjà, premièrement, quand on te bloque, bah, tu as cet état d'esprit d'aller faire ça toi-même. C'est ça, d'aller tout seul, d'aller foncer. Et la deuxième partie, c'est d'aller là où il y a l'énergie, et où il y a les gens qui sont inspirants, qui ont fait plus que toi, qui peuvent te tirer. C'est ça. C'est ces 2 théories-là. La première théorie, là-dessus, j'ai rien à dire, c'est pour moi tout à fait logique. La deuxième théorie, elle me semble logique aussi, mais il y a un point sur lequel j'ai une interrogation. Dis-moi. C'est, comme tu as dit, tu as parlé de Steve Jobs, etc. et tout, mais à un moment donné, tu as eu ce besoin d'avoir des gens qui te ressemblent. Alors, pas forcément au niveau du statut social, mais surtout au niveau du physique, de la couleur de peau. Et c'est cette partie-là que j'ai du mal à comprendre, à quel point ça a cette importance-là. Parce que je vais parler personnellement, moi, c'est pas quelque chose qui me paraît si important que ça pour être inspiré, en fait. Je vais t'expliquer un truc. Je vais t'expliquer un truc très... Je vais pour t'expliquer ce que je vis, je vais reprendre une anecdote dont tu as parlé de Denzel Washington dans l'interview. Vous avez dû voir ça, ça a beaucoup tourné sur les réseaux. Il a parlé, on lui a dit pourquoi, on lui a posé la question, pourquoi vous avez eu besoin d'un réalisateur noir pour faire un film dans lequel il tournait. Il a dit, j'ai pas eu besoin d'un réalisateur noir, j'ai besoin d'un réalisateur qui comprenne ma culture. Effectivement. Il a parlé de Spielberg qui a fait La liste de Schindler et de Scorsese qui fait des films de mafieux italiens, etc. Il a dit que Scorsese a tout à fait le niveau pour faire La liste de Schindler et que Spielberg pourrait faire, s'il veut, un film de mafia italien. Mais la culture, tu vois, tu as un truc que tu peux pas retirer à chacun, c'est la culture. Et moi, quand je me retrouve tous les ans à l'Investfest, qui est un grand festival sur l'investissement afro-américain à Atlanta, quand je me retrouve avec 40 000 personnes qui me ressemblent et que Magic Johnson, que j'ai admiré enfant, pas ado, enfant, se lève
pour expliquer qu'il a acheté 500 franchises Starbucks aux États-Unis, qu'il les a fait fructifier et qu'il les a revendues pour investir dans des équipes de sport, et qu'à la fin de son discours, tout le monde se prend la main, des inconnus, 40 000 inconnus, se prennent la main et on fait une prière. Tu vois, tu peux pas expliquer. Tu vois comment je veux dire? C'est quelque chose à vivre. Quand je t'expliquais une autre anecdote pour répondre à ta question, Steve Stout, c'est, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'un des partenaires d'affaires de Jay-Z, qui a créé United Master, qui est une société de distribution musicale, et surtout Translation, qui est une agence de communication qui traduit la culture américaine, afro-américaine, urbaine, on va dire là-bas, aux grandes institutions, comme la NBA, HP, etc. Ce gars-là, c'est le premier livre que j'ai lu en anglais. Tu vois, son livre, je l'ai gardé sur moi, et c'est une vraie histoire ce que je te raconte, j'ai gardé sur moi 10 ans. Parce que je savais, au fond de mon esprit, que j'allais le rencontrer un jour, et qu'il fallait que j'ai son livre sur moi pour le connecter. C'est quelqu'un de lourd, hein? Il a une personne de Jay-Z, c'est pas plus compliqué. Il dégage plus de 500. Et le gars, je garde son bouquin sur moi pendant 10 ans. Je vais avec en Chine, en Côte d'Ivoire. Tous les jours quand tu sors, j'ai le bouquin sur moi. Et un jour, j'essaie de la faire courte, celle-là, mais je suis à Cannes, pour la Cannes Lions, une année après Issa, etc. Et on m'explique qu'il va faire une conférence qui n'était pas annoncée, en fait. Donc personne n'était au courant de la conférence. Parce qu'il fait des conférences à 10 000 $ dans le palais du festival. Et là, c'est une conférence tranquille. Il est venu faire interviewer gratuitement. Donc c'est pas annoncé pour pas cut la conférence du festival. Et là, je reconnais un gars que j'ai déjà linké, tu vois, sur les réseaux et tout, etc., qui s'appelle Joël Rodriguez, big up à lui. Et je lui explique ça. Je lui explique que je suis au courant qu'il y a Steve Stout, là, je sais pas, on vient de me dire et tout, etc. Il me dit non, mais c'est pas possible, personne n'est au courant. Machin. Je dis, enfin, je sais pas, on en parle là. Et là, je sors le bouquin. Il me dit, mais comment t'étais au courant qu'il était là et tout. Je dis, non, t'as pas compris, ce bouquin-là, ce moment-là, je savais qu'il allait arriver. Ça fait 10 ans que j'attends ce moment-là, que j'essaye de provoquer ce moment-là. Et il me dit, bah, tu sais quoi, il me dit, je peux pas t'amener comme ça devant Steve, mais je vais te filmer en train de le dire, ce que tu viens de me dire, que t'as gardé le bouquin 10 ans, machin, etc., que tu savais pas qu'il y avait le truc, et que voilà. Et si Steve est OK, je te mets en relation avec lui, s'il est pas OK, je pourrais rien faire, tu vois. Et donc on le fait, je me filme et tout, il me montre. Steve Stout pète un câble sur moi, il se dit mais lui, c'est qui ce mec, il est fou, tu vois. Et donc là, il vient, il me rejoint. Donc comme tu t'en doutes, moi je fais en sorte de le rejoindre lui, parce qu'il faut pas déconner non plus. Tu vois. Et on commence à parler et tout, de ce que je fais avec Omax Books, tout, etc., etc. Il signe mon bouquin, on reste une demi-heure, tellement on reste à parler que le mec de la conférence, je viens lui dire, bon là on est un peu en retard, voilà, lâche l'affaire avec lui, c'est qui ce mec et tout. Et je lui promets que je vais acheter les droits de son bouquin. À ce moment-là. Je lui dis, ouais, je vais acheter les droits de ton bouquin, je te le promets, et tout machin. Quand on se reverra, ça sera avec ton bouquin. C'est ce que je lui ai dit. Il me dit, oh, ok, d'accord, tu sais, genre, ouais, ok, c'est bon, j'ai déjà signé doucement, tu vois. Fais doucement, fais doucement, mon petit, tu vois. Il a dû se dire ça. Et vous me connaissez maintenant un petit peu, j'achète les droits. Et dans une autre conférence, à Miami, que Pharrell organise, qui s'appelle Black Ambition Prize. C'est pour ça que je réponds à ta question, tu vois. Black Ambition Prize, où Pharrell, entre guillemets, organise avec l'argent de sponsors, dont Louis Vuitton, dont Visa, etc., le financement d'entreprises noires américaines. Et donc, moi, je vais à cette conférence, en sachant qu'il y a Steve Stout qui va être là. Et pendant le Q&A, pendant les réponses et questions-réponses, je me lève, je prends le micro et je lui annonce. Je lui dis, ouais, non mais pire, j'avais préparé mon truc. Je me prépare à lui annoncer. Au moment où je me lève, le gars me dit, mais je te connais, mec. Il me dit, mais je te connais, gars. On s'est vu à Sports Beach, il y a 1 an, à Cannes, machin. Et là, véridique, hein, je vous le dis, en toute sincérité, j'ai failli chialer. Vraiment, parce que tu vois, c'est un gars que tu as vu. Pour vraiment que les gens se remettent dans un contexte, je suis un entrepreneur hip-hop, ce gars est responsable. Vous vous souvenez des pubs à HP? Il y avait Jay-Z qu'on voyait comme ça. Il y avait Pharrell aussi. Vous vous souvenez des baskets G-Unit, des baskets Sean Carter, de Sean Carter, Jay-Z qui vient avec un avion en France, qui était dans RER, si vous vous en souvenez, pour ceux qui voilà, la culture,
qui rencontre Passy, qui était aussi sponsorisé par Reebok, etc. Ça, c'est Steve Stoute, en fait. D'accord. Tout ça, c'est Steve Stoute qui organise ça. Moi, je suis fan de ce gars-là, tu vois. Et le gars, je me lève dans la conférence random. Hein, encore une fois, on met les choses dans un contexte. J'ai payé ma place pour la conférence. Je me lève, je prends le micro, je pose une question. Et le gars, il me dit, je te connais, on s'est vu à Sports Beach il y a 1 an, à Cannes, etc. Et tout machin. Et donc là, je lui fais un contre Uno. Et je lui dis, ouais, en fait, il y a 1 an, je t'avais promis d'acheter les droits, donc je les ai achetés. Et maintenant, je vais traduire le bouquin et le mettre à disposition de 300 millions de francophones dans le monde. Et là, le mec pète un câble. Il dit, waouh, machin. Et tu vois, et ça, pour répondre à ta question, c'est ça ma culture, en fait. C'est quand des mecs qui m'ont fait rêver enfant, sans même savoir que c'était eux, se connectent avec moi et que je peux leur rendre d'une manière en créant un business autour de ce que eux font. Et si demain, tu me vois, par rapport à la promotion du bouquin, faire des conférences avec Steve Stoute à New York, etc., tu pourras dire dans ta tête, ah ouais, là, Alexis, il est heureux. Tu vois, il est heureux de vivre la culture comme lui l'entend, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, si j'ai bien compris, donc c'est au-delà de la ressemblance physique à la couleur de peau, c'est surtout... Si, parce que c'est important, parce que ce sont des personnes qui ont, tu sais, Steve Stoute, c'est quelqu'un qui vient de la Caraïbe, anglophone, donc je me reconnais. J'ai pas d'autres exemples, je sais pas si toi t'en as, mais j'ai pas d'autres exemples de personnes qui viennent de la Caraïbe, qui vont s'installer aux États-Unis, comme mes parents sont partis de Guadeloupe, sont venus s'installer en France, qui travaillent dans la musique. Comment il a fait le switch vers le marketing ? C'est qu'il s'est rendu compte que pendant qu'il faisait l'opération, c'est lui qui a mis les Ray-Ban sur le nez de Will Smith dans Men in Black. Okay. Tu vois, c'est ça, il faut vraiment se rendre compte de la culture. C'est pas forcément des moves qui ne parlent qu'aux noirs, mais il s'avère que c'est un noir qui a mis ça en place pour une culture qui a parlé à tout le monde. Et ça me parle, tu vois ce que je veux dire ? Et le gars, il a fait ça, sauf qu'il s'est rendu compte après que lui gagnait de l'argent sur les albums, parce qu'il bossait à Sony à ce moment-là, et pas sur les lunettes. Sauf pendant que Ray-Ban se faisait des millions, des centaines de millions de dollars. Il a démissionné d'un poste très haut placé de Sony pour aller reprendre ses études de marketing, pour monter Translation. Tu vois, le mindset du gars. Et quand ce gars-là, je me lève dans une conférence et qu'il me reconnaît, là, je vis ma culture. Parce que c'est quelqu'un qui me parle, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure au départ, et après je m'arrête là, mais quand je respecte Jeff Bezos, Steve Jobs, etc., mais on n'a pas la même culture. On n'a pas le même parcours. On n'a pas les mêmes combats. Steve Stoute me fait croire en moi parce qu'on a la même culture et qu'on a dû passer les mêmes épreuves. Okay. C'est une histoire de background, en fait. Exactement. Très bien. Et j'avais une autre question par rapport à ton esprit d'entrepreneur. Donc dans ton parcours, tu l'expliques bien. Tu dis ce qui te donne ce que j'appelle cette âme d'entrepreneur, c'est déjà tes origines antillaises, où effectivement, déjà, il y a... parce que pour moi, entreprendre, c'est prendre les devants et assumer son destin. Donc il y a ce côté-là, il y a le fait que tu viens du 93, comme lui, Mac Tailleur, 93 se débrouille, donc c'est vraiment un coin de débrouillard, etc. Mais alors, ça te donne cette âme-là, mais est-ce que cette âme d'entrepreneur donne aussi en même temps, parce que pour moi c'est deux choses différentes, capacité à diriger des gens et à diriger un groupe? Moi, je dis très souvent, je suis pas le meilleur des patrons, je suis pas le meilleur des leaders. Je trouve je vois autour de moi des personnes qui sont Davidson, le frère de Joker, et il mène très bien son équipe, des gens autour de lui. Moi, j'ai pas cette capacité-là à réunir parce que j'ai du mal avec le fait que les autres ne soient pas aussi motivés que moi. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à gérer, c'est un truc personnel, tu vois. Mais ça vient de... J'en ai parlé avec un ami avec qui j'étais très souvent à la cité, simplement. Et il m'a dit, en fait, de ce qu'on voit sur les réseaux, quand on parle de toi, on savait tous que ça allait se passer. Parce que, tu vois, quand tu vois ces après-midi où tu te réunis avec tes potes, on attend toujours le dernier qui arrive en bas du bâtiment, etc. Toi, t'étais saoulé. En fait, il me disait, toi, t'étais saoulé, en fait. De toujours attendre le dernier. Ouais, tu voulais faire quelque chose.
Et même quand tout le monde était là, tu disais, bon alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Mais frérot, on n'a rien à faire, on est là en fait. Tu vois ? Mais toi, tu voulais toujours faire un truc, aller quelque part, aller à Paris, aller voir des gens, trouver un truc à faire. Et en fait, tu nous saoulais et nous, on te saoulait. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est un truc que j'apprends au fur et à mesure, que j'ai appris à... Mais tu vois, j'ai du mal, par exemple, à ne pas comprendre que les gens puissent faire les sacrifices que moi je fais pour que les choses fonctionnent. Tu vois, je parle beaucoup de New York. Je suis très, très franc avec ça. Quand je vais à New York, je vais pas au Ritz. Hein. Quand je vais à New York, je vais dans... Moi, j'ai besoin d'être à Manhattan. Parce que pour ceux qui connaissent un peu New York, quand tu es à Harlem ou à Brooklyn, c'est vraiment loin, par rapport à ce qui se passe quand tu as des business à faire. Et le business se passe à Manhattan. Et donc, moi, je dors à Manhattan, mais dans un boui-boui sans nom. C'est-à-dire, je dors dans un truc... vraiment, tu vois, c'est pas un truc luxe du tout, tu vois. T'es dans l'efficacité. Ah ouais, voilà. Mais moi, en fait, je sais que je vais pas dormir déjà. Donc, en fait, je pose mes affaires là, je me douche, j'enchaîne, et la journée, tu vois, je bombarde, tu vois. Et ça... Quand les gens me disent « Ouais, mais non, moi, je ne peux pas le faire », des gens qui sont moins avancés que moi ne veulent pas le faire, j'arrive pas à me poser et à leur expliquer. Parce que pour moi, tu devrais le faire 2 fois plus que moi, puisque tu es moins avancé que moi. Et ça, c'est un truc... Je sais que je suis dur par rapport à ça, et je ne suis pas le meilleur... pour répondre à ta question, je ne suis pas le meilleur leader ou chef d'entreprise. C'est pour ça que je pars souvent seul, et qu'après, les gens se raccrochent au wagon. Ok. Mais même quand ils se raccrochent à un wagon, l'état d'esprit, il y a toujours ce décalage. Ouais, parce que... Et comment tu le gères, ça ? Comment tu fais Eh bien, sincèrement, je le gère pas. Parce que c'est quelque chose que je vois très souvent chez les gens comme toi, quand c'est un entrepreneur, c'est ce décalage-là. Ouais, mais... Et parce que je ne veux pas dire que je fréquente beaucoup d'entrepreneurs, mais je fréquente beaucoup de gens qui ont cet état d'esprit de prendre les devants. Oui, mais de toute façon, alors je vais répondre différemment pour pas parler que de moi, mais pour les gens qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment se comprendre que quand tu choisis cette vie-là, tu es un marginal. Ouais. Vraiment, dans le bon sens et dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que tu n'es pas sur les mêmes rythmes de vacances, tu n'es pas sur les mêmes rythmes de vie, tu n'es pas sur les mêmes rythmes, tu n'es pas sur la même économie personnelle, t'es pas sur... tu peux très bien monter très haut, descendre très très bas, comme des salariés ne peuvent pas descendre très très bas, tu vois. Tu n'as pas d'assurance, tu n'as pas de filet, tu vois, c'est très très... T'es dans une vie à part. Comment... Franchement, je ne le gère pas parce que j'ai eu la chance et la malchance de ne faire que ça dans ma vie. Les seuls patrons que j'ai eus, c'est Sully Seyfield de Royal Wear et Olivier Brandon d'Urban Act, qui étaient tous les deux des entrepreneurs hip-hop qui m'ont encore plus... merci à eux, hein, bien entendu, hein, je dis ça avec humour, mais qui m'ont encore plus poussé à être ce que je suis aujourd'hui. J'ai jamais été dans un bureau ou dans un taf que j'aimais pas ou un taf temporaire, etc. parce que j'ai bossé très tôt dans le hip-hop et après j'ai monté mes boîtes. Okay. Donc je suis quelqu'un qui n'est pas assez... je sais que je suis pas assez compréhensif et attentif à la manière dont réfléchissent les autres parce qu'à chaque fois que je l'ai pas fait, ça m'a mené loin. Mais moi, je te rassure là-dessus, c'est quasiment impossible. Hein. Ah non, mais ouais, mais voilà. Mais je devrais quand même. Ça, j'ai constaté chez tous les gens un peu comme toi. Ouais. C'est impossible. Ouais, mais parce que je pense qu'on n'a pas le choix. Ouais. Tu vois, Rick Ross m'a fait me séparer d'une grande partie de mon équipe. Parce qu'il est 3h du mat, comme je vous ai raconté tout à l'heure, il est 3h du mat, je scrolle sur mon téléphone, je vois que Rick Ross vient en soirée, donc pas la nuit même, mais la nuit à venir. Et moi, j'envoie un message dans le groupe de mon équipe, tu vois, 3h du mat ou 4h du mat, voilà. On est en train de faire le livre de Rick Ross, donc on y va, tu vois. Je leur dis, bon les gars, demain matin, branle-bas de combat, on trouve un moyen de linker Rick Ross, il est à Paris, on fait son bouquin, faut qu'on le rencontre, quoi. Et, tu vois, let's go, quoi, tu vois. Et moi, j'ai un sourire comme ça. J'arrive au bureau le lendemain, ouais, mais Alexis, tu sais, c'est pas possible, c'est pas comme ça, il aurait fallu que, c'est ce que j'ai fait, vraiment. C'est un protocole. De quoi ? En fait, tes collègues, là, ils ont mis en place tout un protocole. Ouais, mais... Inutile. Ou des excuses. Oui, voilà. Parce qu'en réalité, moi, j'ai pris mon paquet de bouquins, je me suis posé ailleurs, tu vois,
Et j'ai envoyé, comme je vous dis tout à l'heure, des messages à tous les DJ du monde, à tous les trucs que je connais, à toutes les boîtes, tous les mecs de sécu, etc. que je connais. Et à la fin, j'étais avec Rick Ross. Oui. Donc en vrai, les gars, C'est faisable. Hein. c'est moi le plus ancien, c'est moi qui devrais être à plat, et c'est vous qui me... Tu vois, qui me ralentissait. voilà. Oui. Donc en réalité, ouais, par rapport à ta question, oui, c'est compliqué, mais je regrette pas au final. À la fin. Ok. Voilà. Bah après, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que c'est difficile de regretter lorsque ça fonctionne. C'est ça. C'est ça. Si tu C'est fais ça. plus sacrifier que ça marche C'est ça. pas, là on peut se poser des questions. Voilà. Mais si ça fonctionne, en fait, on se pose plus de questions. Exactement. Mais j'essaye en tout cas avec l'âge de gérer un peu mieux ces compromis sans m'oublier, sans oublier mes principes. D'accord. Voilà. Non. Franchement, Alexis, parce que j'ai aussi une question par rapport à ça. Tu as sorti ton livre, traduit Rick Ross, tu as fait 50, Gucci, tu as traduit Nipsey. Mais comment ça se fait qu'on ne te voit pas dans des grands plateaux en France, en fait, hein, dans les grands médias? Parce que tout ton parcours, pour moi, tu dois aller chez Click ou bien chez, un exemple, chez Mehdi Maizi. Au moins. Au moins. Au moins. Tu sais, Moi, je comprends pas, en fait. Au Hein. moins. non mais je vais te dire pourquoi. Déjà, je pense qu'il y a un problème me concernant d'identification. Et tout ce que je vais vous dire là, c'est en toute humilité. Je le précise. Il ne faut pas penser que, mais ce que je vais vous dire là, ce sont des faits. Je pense qu'on ne me comprend pas parce que, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je suis tellement un passionné que j'ai eu 10 vies dans ma vie et qu'en plus de ça, je touche du bois pour que ça continue, à chaque fois, ça a cartonné. Ok. Et donc, je pense qu'en France, spécifiquement, on a un peu de mal à identifier ce que je fais. Pourquoi ? Parce que le gars, on le découvre avec un fanzine, il a 20 ans, il y a Joey en couverture, il y a Busta en couverture, il y a Fab en couverture, il y a la FF, il y a Format People, il y a Factor X. Tu vois, mais comment un petit gars comme ça de 17 ans, 18 ans arrive à faire un magazine, ça n'a aucun sens. Ensuite, il arrive chez Royal Wear. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Royal Wear, marque numéro 1, streetwear de l'époque, 3 étages. 3 étages. Streetwear, hein. Ouais, 3 étages sur boulevard Sébastopol. Je suis avec Sully Céphile, on monte les marches de Cannes, on fait un parfum, on gagne des prix. Enfin voilà, c'est totalement fou. Le Royal Wear s'arrête. On dit ah, ça y est, il s'est planté. Sauf qu'après, il lance une agence événementielle. On crée Hip Hop Love Soul, qui est encore aujourd'hui la plus grosse soirée hip-hop parisienne de l'histoire. Élysée-Montmartre, Bataclan, Machine du Moulin Rouge, le Mix. D'ailleurs, on fait des concerts, Rick Ross, plein de Jamaïcains. On fait des événements aux Antilles, 48 heures de fête non-stop en Guadeloupe. 2 éditions, ça s'appelle Summer Break. On fait venir Omarion et Fat Joe en Guadeloupe. Enfin voilà, on fait venir Busta Rhymes en Guadeloupe. Enfin voilà, on fait on cartonne dans l'événementiel. On ne sait pas pourquoi il arrête l'événementiel, juste parce que j'en avais marre. Voilà, j'arrête l'événementiel. Je monte une agence. On cartonne dans le rap. Après, j'ai envie de faire autre chose. Je monte une agence pop, pardon. Je me retrouve à l'Eurovision avec Bilal Hassani. Je me retrouve à l'Eurovision avec Madame Monsieur. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, en fait, il y a un moment où je pense que pour la France, je suis trop bizarre. Parce qu'en France, on aime bien les personnes qui font une chose et qui s'y tiennent jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'il nous raconte avec ces bouquins ? Au départ, quand je raconte l'histoire. Sauf qu'à la fin, en octobre, on sort Tupac. Et crois-moi, quand tu bosses avec l'esthète de Tupac, c'est que t'es crédible. Parce que c'est très, très, très... j'ai pas le droit de changer une virgule dans le truc, dans le bouquin, dans la traduction. Donc bref, ça, c'est encore un point. Mais donc, pour répondre à ta question, je pense que j'ai un problème d'identification. Et ce problème d'identification et ce problème que tu as soulevé, sincèrement, j'ai arrêté de me prendre la tête. Et tu sais comment je l'ai réglé ? Comme je fais d'habitude, en allant là où on m'aime, en fait. Okay. C'est-à-dire que l'événement que je vous ai raconté avec Steve Stout, il a circulé un petit peu sur les réseaux parce qu'on m'a filmé quand je lui ai dit. C'était sur mon Instagram. On m'a filmé quand je lui ai dit. Et en l'espace d'un mois,
je me suis retrouvé sur Hot 97. Donc la plus grosse radio rap, c'est pour ça que je lui ai dit commencer par l'humilité. Ah ouais. La plus grosse radio rap hip-hop légendaire de New York. Il y a un cross. Tu dis que tu t'es retrouvé, c'est-à-dire qu'ils t'ont invité? Non, ils m'ont pas invité, mais il y a un article sur l'Insta d'Hot 97 où je suis en cross-post avec Steve Stout sur Hot 97. J'ai un article dans The Source sur ce que j'ai fait là, avec toutes les photos de toutes les stars de Max Book, tout ça. Je suis sur Genius, etc. Et donc, en fait, à la fin, je me dis, en toute humilité, encore une fois, c'est pas grave. Parce qu'en vrai, je suis là où je dois être. C'est incroyable. À titre personnel. Non, mais je vais pas me battre pour. Je suis totalement d'accord. Donc là, c'est les Kariens qui te respectent. Tu comprends? Mais en fait, c'est là où je trouve que c'est plus grave. En fait, parce qu'effectivement, ça veut dire que dans des termes actuels, on pourrait même dire en vérité que tu as fini le jeu. Bah oui. On pourrait dire que t'as fini d'une certaine manière, ouais. En fait, tu as fini le jeu. Le marathon continue, mais j'ai fini le jeu. Mais t'as fini Mais le marathon continue. Mais tu peux faire un autre tour, en fait. C'est juste ça, tu vois. Et le truc, en fait, pour moi, en fait, qui est hyper grave, c'est que lorsque tu cites tous ces trucs-là, c'est que ici, on fasse semblant comme si ça n'existe pas. Pour moi, en fait, c'est soit en vérité une hérésie, soit en vérité c'est une réécriture d'histoire. Moi, j'ai envie de répondre là-dessus parce que je suis pas tout à fait d'accord. Alors, le constat, il est réel, ça c'est sûr. Mais moi, je l'expliquerai. Moi, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus parce que sinon je vais être barbant. Entre la manière, entre l'état d'esprit du pays, la France, et l'état d'esprit du pays des États-Unis, c'est la manière dont ces deux pays se sont construits. La France, ça reste quand même un vieux pays parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis, c'est un pays du XVIIIe siècle, à peine. La France, c'est un pays qui existe depuis le IVe siècle, qui s'est construit avec des... La Gaule. La Gaule. La Gaule. Encore, la Gaule, c'était pas un pays. Ouais, non, mais... C'était des tribus, etc. C'était pour aller dans ton sens. Mais justement, tout se passe après donc, la chute de l'Empire romain, où tu as les nobles qui ont construit le pays, déjà, avec le roi. Ensuite, ils se sont fait dégager avec la Révolution, c'est la bourgeoisie. Donc, il y a des institutions, des structures qui sont déjà là depuis. Les États-Unis, bon, sans oublier qu'il y avait les natifs américains qui étaient là avant, c'est un no man's land. Ça veut dire qu'effectivement, là-bas, tu as des grandes institutions comme les WAPS, etc. Et tout. Mais c'est des gens qui sont arrivés dans une terre qui était vide, avec chacun son histoire. Et donc, ce qui fait que la vivacité d'esprit, où tout est à construire, avec chacun son histoire et chacun son niveau, font que tu peux avoir l'impression que les choses vont beaucoup plus vite, alors que... C'est pas une impression. En France, ils ont une structure, comme tu dis, où chacun doit faire une seule chose, parce que en fait, les choses en France ne sont pas vues comme quelque chose de business, mais plus comme artistique. Très souvent, par exemple, tu prends l'exemple de Tony Parker, qui je trouve n'est pas assez reconnu. Il n'est pas assez respecté. Respecté, mais moi, ce que je pense, c'est que Tony Parker, en tant que sportif, il est très respecté. La place du basket en France, entre avant qu'il arrive en NBA et après qu'il arrive en NBA, c'est pas la même chose. Mais par contre, ce qu'il fait depuis qu'il est plus basketteur, qui est encore plus grand pour moi, qui est encore plus fort, n'est pas reconnu parce qu'en fait, les gens se refusent à avoir Tony Parker comme businessman, parce que je pense que les gens comme la France, ça ne les intéresse pas. Ça veut dire qu'ils sont dans un esprit de le voir comme basketteur, mais le voir comme businessman, c'est quelque chose qui, pour tout le monde, c'est même pas une question de couleur de peau ou quoi, quelque chose qui ne sont pas forcément naturels chez eux. Moi, je suis pas d'accord en fait. Justement, ça veut dire que le problème que j'ai, c'est le pourquoi il a fait ce truc-là. En fait, à un moment donné, ça veut dire que tu donnes l'exemple en vérité donc, de Tony Parker, qui est étiqueté en vérité comme sportif. Donc ça veut dire que jusqu'à la fin de sa vie, il doit rester que sportif. Mais c'est pas que doit rester que sportif, c'est que les gens vont rester bloqués là-dessus, parce que c'est l'état d'esprit. Alors, par exemple, quelqu'un comme par exemple celui qui a joué dans la haine, là, comment il s'appelle le rebelle là? Voilà. Il a expliqué pourquoi il partait aux États-Unis, parce qu'il a dit que la différence entre la France et les États-Unis au niveau du cinéma, c'est que pour la France, le cinéma, c'est un art, alors qu'aux États-Unis, ils voient ça comme un business. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et j'avais dit une dinguerie la dernière fois en off. Tout le monde m'est tombé dessus. Et là, tu vas le dire en on, là? Bah, je vais dire en on, parce que parce que, intrinsèquement parlant, je trouve que, par exemple, les acteurs français, en termes de jeu, je te parle. Non, dis pas ça. De quoi? Si, je veux le dire. Pourquoi je ne veux pas le dire? Vas-y. Dis intrinsèquement, je parle de jeu, sont meilleurs que les Américains,
en général. En quoi? Tu te bases sur quoi pour dire ça, en fait? Mais en fait, après, c'est ça, c'est juste des ressentis. Quoi, les acteurs? Ouais, il parle Les acteurs, ouais. Les acteurs français. Il est en train de bronxer, là. Non, Moi, je te parle de ressenti. Ouais. Mais par contre, la manière dont les Américains vont vivre le truc quand ils vont jouer, je dis pas qu'ils jouent mal, attention. Mais là-dedans, vivre le truc, vont ramener la chose à un autre niveau. C'est pour te dire qu'effectivement, c'est la différence sur l'approche des choses. Non. En fait, du Bronx, tu sais, le parcours qu'il y a Alexis Onesta, tu sais, il y a des gens pour moins que ça, ils font le tour de tous les plateaux. Ouais. Mais tu sais un truc aussi qui manque. Tu sais ce qui manque aussi, c'est que moi, ça c'est quelque chose de, pour le coup, encore une fois, désolé de me répéter, mais qui est très afro-américain. Dans tout mon parcours, hormis peut-être Royal Wear, je n'ai jamais eu besoin d'une validation extérieure pour créer des business rentables et qui ont marqué, entre guillemets, l'histoire de la culture. Hip Hop Love Soul, Au Maximum, Au Max Books, au final, c'est des choses que j'ai réalisées moi-même. Et quand je vois, par exemple, des auteurs signés dans des maisons d'édition françaises et faire le tour des plateaux, en fait, c'est parce qu'en France, je pense qu'on a encore besoin d'une validation extérieure. C'est-à-dire que si demain, j'avais monté Hachette Urban et que j'avais fait des bouquins, les mêmes bouquins, chez Hachette Urban, j'aurais été l'entrepreneur urbain de la rue qui a fait son chemin chez Hachette. Mais moi, en faisant mes bouquins tout seul, peut-être que je ne fais pas rêver les médias, en fait. Parce que je n'ai pas une histoire qui mène à la validation d'une institution. Alors qu'aux États-Unis, quand ils entendent que... d'ailleurs, je peux vous le dire ici en exclu, parce que maintenant c'est signé. Aux États-Unis, quand ils ont entendu ce que j'ai fait, quand ils ont découvert ce que j'ai fait, il y a une agence qui s'appelle WordLink, qui est une agence d'auteurs américains, qui m'a proposé un contrat. Ok. Donc, c'est pas une maison d'édition, mais maintenant, j'ai un agent littéraire aux États-Unis. J'ai une agence qui s'occupe en ce moment même de trouver une maison d'édition pour sortir mon bouquin en anglais aux États-Unis. Donc tu fais le sens inverse. Sur le mien, sur le mien, tu vois, voilà. Et ça, c'est incroyable. Moi, je sors un bouquin en France où je raconte que je bosse avec 50 Cent, etc. Personne m'a calculé. Mais c'est quelque chose que j'ai anticipé, donc ça ne me dérange plus. Après, la vraie question, c'est que tu vois, tu dis par exemple Hachette, mais des gens comme Hachette, ça fait combien de temps qui sont là en France? Non, c'est pas ce que je te dis. Je te dis que demain, si j'avais moi fait exactement la même chose sous l'ombrelle d'une maison d'édition reconnue, ça aurait été une validation qui aurait, je pense, créé des choses et de l'engouement par rapport à des médias, par rapport à des choses, parce que ici, je pense que réussir, ce n'est pas réussir de manière indépendante. Les gros titres que tu vois, c'est un tel a signé chez un tel ou un tel s'associe à un tel. Il n'y a pas réellement, comme aux États-Unis, des trucs qui émergent en fait. Voilà, ce qui se passe pour moi aux États-Unis, c'est que quand je me lève dans une conférence et que j'annonce à Steve Stout que je vais traduire son bouquin, The Source font un article sur ce mec que personne connaît et qui parle à Steve Stout. C'est pour ça que je dis que... Mais pas que j'ai signé chez Simon & Schuster. Ça, limite, ouais, c'est très bien pour toi. Mais ce qui les intéresse plus, c'est, gars, t'as pris un avion, t'es tout seul, t'es dans une conférence, tu prends un micro au hasard et que tu réussis à étonner Steve Stout. Et ici, ça, j'aurais beau le faire 10 fois. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, la différence, c'est l'état d'esprit des deux pays. C'est-à-dire que tu as un pays où on admire l'aventure, parce que le pays s'est construit comme ça, avec des aventuriers, avec des anciens criminels qu'on a chassés aux États-Unis. Et la France, qui existe, que je t'explique, qui existe depuis le 4e siècle, avec des constructions familiales au fur et à mesure. Sur ces trucs-là, je suis totalement d'accord. Mais en fait, pour en revenir en vérité à notre microcosme, en fait, à nous, nous, ce qu'on a pointé du doigt, c'est que Click, Mehdi Maizi, il n'est pas là-bas. Mais parce que ces gens-là aussi... C'est un truc. Ces gens-là aussi, ils ont beau venir, excuse-moi, ils ont beau venir du hip-hop, ils ont beau venir même du bitume, ils pensent la même chose que... Ils ont le même...
ils ont le même état d'esprit que la France. Non, mais après, c'est pas négatif, c'est juste une feuille de route. Ouais, c'est ça. Tu vois, peut-être que le jour où une maison d'édition va me proposer d'écrire un bouquin sur XY, peut-être que là, j'aurais fait... Parce que tu sais, il y a un moment donné où il faut... C'est comme dans le sport, c'est comme dans le cinéma, c'est comme dans tout ça. Il faut passer par des cases. Je l'ai fait parce que moi-même, j'ai joué le jeu en tant qu'agence de communication. Peut-être que Mouloud, pour donner un exemple, peut-être que Mouloud ne reçoit dans son émission que des gens qui ont envoyé par certains attachés de presse un dossier de presse par rapport à une information. Ouais. Et c'est sa ligne directrice. Ouais. Et très bien pour lui, puisque son émission continue, Click existe, et Click est bien, tu vois. Moi, j'aime bien regarder Click, tu vois, ça me dérange pas. Mais plutôt que de devenir un vieil aigri qui va tout le temps se dire pourquoi je suis pas là, j'ai simplement été là où on m'aime. Okay. Mais en fait, moi je suis pas en contradiction avec ce que tu dis. Ouais. Je suis totalement d'accord. Moi, en fait, le truc que je pointe, et pour bien expliquer que c'est pas toi en vérité qui fait les grilles, on est juste en fait en train de pointer ce qui pour nous paraît être en fait une anomalie. En fait, on est hyper fiers de ce que toi en vérité tu as été capable de faire. Maintenant, la seule chose en vérité qu'on déplore, c'est que dans notre microcosme en vérité à nous, des parcours comme toi continuent en vérité à passer en fait inaperçus. Ouais. Et ça, pour nous, en fait, moi personnellement, pour moi, je parlais en mon nom, je trouve en vérité que c'est l'anomalie. Et tu sais, moi, je pense que c'était une anomalie il y a 10, 15 ou 20 ans. Quand on se disait, faut pas oublier, tu vois, la culture d'où on vient. Il y a 10 ou 15 ans, c'était compliqué de se dire que tu vas voyager, tu vas bouger, tu vas truc, machin, etc. Tu n'avais pas Airbnb, tu n'avais pas des billets d'avion voilà, moins chers. Enfin, tu vois, c'était vraiment une organisation, tu vois. Les premiers gars qui ont eu la possibilité d'aller à New York, etc., c'est parce qu'ils étaient accompagnés de personnes qui avaient de l'argent ou parce qu'ils ont fait des... Tu vois, j'ai lu l'histoire de Solo. Moi, ça m'a bousillé de savoir que le gars, il a été là-bas dans des conditions incroyables. Enfin, voilà. Mais moi, je l'ai remercié, Solo. Je lui ai écrit un truc sur Instagram public, tu vois. Je lui ai dit merci d'avoir ouvert des portes pour nous, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, faut pas oublier un truc, c'est que, tu sais, aujourd'hui, on a plein d'institutions, on a plein de maisons de disques, on a plein le rap, la culture est entré dans les foyers, etc. Mais faut pas, moi, j'oublie pas d'où on vient. Si, au bout d'un moment, ce qui se passe ici me plaît pas, il y a une époque où on disait tous, quand on rappait, ouais, si j'étais au State... moi, je serais, tu vois. Mais en fait, faut le faire. Non, c'est clair, et moi, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je traduis des livres afro-américains pour le public français. Le public me suit. Le public, tu vois, aime ce que je fais, me remercie. Quand c'est mal fait, je m'excuse. Quand c'est bien fait, on me remercie. Les bouquins se vendent, etc. Le public a compris mon mindset et ce que je veux faire. Maintenant, si les middlemen entre le public et moi ne veut pas me suivre, mais tu regardes et tu as d'autres middlemen qui sont 10 fois plus puissants. Moi, aujourd'hui, pourquoi tu veux que je sois aigri de ne pas être dans les médias français quand, encore une fois, vous savez, je vous ai raconté tout l'amour que j'ai pour Steve Stout. Quand j'ai un cross-post sur Hot 97 avec Steve Stout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en vrai, c'est ça mon combat aujourd'hui. Et tu vois, c'est quelque chose qu'a compris aussi bien avant moi quelqu'un comme Omar Sy, par exemple. Tu vois, Omar Sy, il aurait pu rester ici, refaire pendant 20 ans, 10 ans le même film. Mais en vérité, il a préféré être peut-être un rôle secondaire, voire tertiaire dans X-Men, plutôt que de refaire 20 fois le même film. Il a préféré être dans Jurassic Park plutôt que de refaire 20 fois le même film. Et je pense qu'à un bout d'un moment, moi, quand j'arrive à Times Square et que je vois... J'avais envoyé la photo, il avait liké. Quand je vois sur Times Square Omar Sy en Lupin, sur une pub Netflix, vraiment les grosses pubs de Times Square, là, énormes, à la fin, tout redevient, toutes les choses reprennent leur place. Quand demain, si je touche du bois, si je travaille bien, si Dieu me donne la santé, quand demain, je vais aller sur le plateau de Jimmy Fallon parler de mon aventure d'Omax Books, en racontant comment j'ai rencontré, comme ici, comment j'ai rencontré 50 Cent, etc., je pense qu'on n'aura pas le choix de parler de moi ici. Et si moi, je dois passer par ce chemin-là, c'est que mon destin, c'était ça. Tu vois. C'est ça. Hein. Voilà. Donc,
pour terminer, Alexis, donc, toi, comment tu distribues tes livres? Ah, il y a eu un grand changement là. Il y a eu un grand changement en février, que j'explique bien vraiment le processus. Jusqu'à février, on faisait les bouquins, bref, voilà tout le processus dont on a parlé durant l'interview. Et une fois qu'on sortait les bouquins, on en imprimait, pour entrer dans les détails, entre 3 et 400. Okay. Et une fois qu'on avait ces exemplaires-là, on démarchait à ce moment-là la FNAC, Cultura, on envoyait à ceux qui avaient précommandé, etc., etc. Et on réimprimait. Tout était fait en interne, les enveloppes, les ceci, les cela. Okay. Là, aujourd'hui, avec notamment le livre de Tupac, je me suis trompé sur 50 Cent, parce qu'avec Rick Ross, j'ai eu le temps de gérer les ventes, etc. 50, en tant qu'entrepreneur, je me suis vraiment fait dépasser par le mouvement. Je ne me suis pas rendu compte que j'avais entre les mains quelque chose d'aussi gros. Donc je me suis dit, j'ai fait l'erreur une fois, pas deux. Donc là, on a signé avec un diffuseur-distributeur. Okay. En quoi ça consiste? Ça consiste qu'en mars 2025, je lui ai envoyé toutes les informations des livres de Rob Kenner sur Nipsey Hussle et de Stacey Robinson sur Tupac, qu'on va sortir pour Nipsey Hussle le 23 septembre et pour Tupac le 14 octobre. Et je lui ai envoyé toutes les informations en mars, donc de quoi parle le livre, la cover et tout, etc. Et de mars à juin, le métier du diffuseur, c'est d'aller voir les librairies, d'aller voir les FNAC, d'aller voir Leclerc, d'aller voir le Cultura, d'aller voir voilà, la librairie de France en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc. En leur expliquant que ce bouquin-là va sortir et de faire des précommandes auprès des professionnels. Okay. En juin, ils vont me dire, voilà Alexis, ton livre, on en veut 6 000, 1000, machin, etc. Je vais imprimer les bouquins et eux vont s'occuper de les dispatcher de manière professionnelle dans les librairies. Donc ça, c'est un grand changement pour nous parce que... Ça facilite beaucoup de choses. Hein. Ben, ça facilite et surtout, c'est un peu comme, tu sais, dans la musique, où tu sors ton titre, tu mets ton titre sur les DSP la veille, sauf que pour avoir l'espoir d'être en playlist, quand tu es dans le milieu, tu sais qu'il faut le mettre 2 semaines ou 3 semaines avant. Oui. Et ça, c'est des trucs, quand tu sais pas, t'as beau avoir la meilleure musique, le meilleur clip, le meilleur truc, t'as pas les codes. C'est un peu comme ce qu'on disait au départ dans l'interview, tu vois, quand t'as pas les codes, t'as pas les codes. Et ces codes-là, moi, je les avais pas. C'est-à-dire que les bouquins, je les avais. Je remplissais mon formulaire FNAC et je disais, il y a un bouquin qui est là. Et il me disait, bon, ok, on va vous en prendre 10. Après, on va vous en prendre 20. Ah, dis donc, vous avez vendu les 20, on vous en prend 100. Mais ça, c'était un autre travail. Et donc, la promotion n'était pas liée à la vente. C'était très compliqué. Là, aujourd'hui, on a eu justement la possibilité de signer avec un diffuseur après 5 ans de travail acharné. Donc, c'est cool. Et en plus de ça, maintenant, on lance des précommandes avec Ulule pour permettre au public, justement, maintenant qu'on a un rythme, de précommander le bouquin au préalable. Et donc, vous pouvez aller sur ulule.com/maxbooks pour précommander les bouquins de Nipsey et de Tupac. Et en juin, je vais lancer l'impression de tout ça. Et en septembre, ça sera disponible. Ok. Donc, Adax, donc, un dernier mot pour Alexis avant de se quitter. Un dernier mot, et ça va être une question. On se quitte. Là, ça fait 5 ans que tu as lancé donc, cette aventure. Tu nous as avoué ici en fait que tu faisais partie en fait intégrant en fait du processus en fait, de traduction. Tout à fait. Tu vois, dans tous les bouquins en vérité que tu as traduits aujourd'hui, en off, on est entre nous. Hein, bien sûr. Quel est celui que tu as préféré? Waouh. Ah, c'est dur. Je vais essayer, même en filtrant, je vais te donner 2 réponses. Je suis obligé. D'accord. Il y a une réponse pro qui est celui de Rick Ross. C'est pas pour rien que ce bouquin-là est notre best-seller. Et comment j'ai découvert que ce bouquin-là allait fonctionner, c'est que le bouquin de Rick Ross, je l'ai pris un midi pour aller manger, tu vois, je mangeais, je prends un bouquin. Et sa biographie, le premier bouquin qu'il a écrit, sa biographie, j'avais pas kiffé. D'accord. Parce que la vie de Rick Ross, c'est juste un mec qui a galéré, qui un jour a fait hustling et qui a pété. Donc il n'y a pas 9 balles de 50, il n'y a pas Gucci et sa vie à Atlanta dans les crack house. Voilà, c'est juste un gars qui a essayé de percer dans la musique et qui a percé. Voilà. Et là,
son bouquin de boss. Au début, je le prends, je me dis, bon, bah, vas-y, ok, allons-y, lisons-le. Et donc, je suis à midi dans un restaurant. Je ne suis pas sorti du restaurant avant d'avoir fini le bouquin. C'est pas plus compliqué. Je suis resté, je voulais pas partir avant d'avoir fini ce bouquin tellement il m'a bousillé le cerveau. Okay. Et donc voilà, donc là je suis obligé de le citer. Après, à titre personnel, le bouquin de Common parle, donc Laissons l'amour avoir le dernier mot, parle de la manière dont il arrive à jauger l'amour qu'il a pour le rap, pour sa culture, etc. et l'amour qu'il a pour sa fille. Et comment il réussit à offrir à sa fille une vie que lui n'a jamais eue parce qu'il est common, tu vois, et parce qu'il gagne de l'argent par rapport à ce qu'il fait. Mais en même temps, comment il regrette le temps perdu parce qu'il n'était pas avec elle. Ouais. Et ça, c'est quelque chose... Moi, je suis papa d'une petite fille, tu vois, qui a 10 ans aujourd'hui. Et quand j'ai lu ce bouquin-là, ça m'a marqué. Ce bouquin-là, je savais qu'on n'allait pas en vendre des millions parce que Common n'est pas le rappeur le plus connu ici, parce que c'est un bouquin particulier à expliquer. Quand tu penses Common, tu penses tout de suite à du rap ou quoi, machin, alors que c'est pas le titre du bouquin. Mais à titre perso, c'est un bouquin vraiment qui m'a touché et qui, je pense, a vraiment marqué plein de parents, plein de pères, tout ça, plein de mères et tout. Donc voilà, c'est les deux bouquins qui m'ont le plus marqué, vraiment. Ok, bah, voilà. Merci pour la réponse. Merci. Dis-moi que c'est un dernier mot. Ouais, un petit dernier mot, c'est une petite bête curiosité. J'ai vu que récemment, tu as fait une conférence à Aix-en-Provence. TEDx. Ouais, TEDx. Un TEDx, ouais. Alors, en faisant mes devoirs, j'ai quand même continué à creuser. Est-ce que tu peux me parler de celui qui est derrière tout ça? C'est-à-dire? Est-ce que tu peux nous en parler un peu parce que moi, son travail m'a beaucoup intéressé. De l'homme qui a créé TEDx? Ouais. Ah, j'ai pas les infos. Moi, je me suis beaucoup renseigné sur TEDx comme l'a proposé, parce que c'est un truc assez lunaire. Un jour, on t'appelle et on te dit on vous a remarqué, on adore ce que vous faites, et si vous aviez 15 minutes, si on vous laisse 15 minutes pour laisser passer votre message au monde, et que le monde devait s'arrêter à la fin de ces 15 minutes, qu'est-ce que vous diriez? Réfléchissez-y, on vous rappelle dans une semaine. Ok. Voilà. Et là, tu te dis waouh. Et j'ai réfléchi. Et c'est drôle parce que ça va faire une belle boucle de fin par rapport à tout ce qu'on s'est dit. C'est que j'ai réfléchi et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'ai créé quelque chose dans ma vie, peu importe, c'était parce qu'on m'avait refusé quelque chose. Tu vois, j'ai créé Pop Love Soul, la soirée parfaite pour moi, parce qu'on a tous vécu ces moments où on ne pouvait pas aller en soirée, etc. etc. Donc j'ai créé notre soirée à nous. Royal Wear, pareil, tu vois, c'était à l'époque où la mode n'était pas forcément ouverte à tous. Les bouquins, on vient d'en parler pendant 3 heures, vous avez compris le concept. Et donc j'ai fait un TEDx dont le thème c'est se nourrir du refus, tu vois. Et pendant 15 minutes, j'explique que, que tout mon parcours il est basé là-dessus, que je me suis constamment nourri du refus. Et c'est comme ça que j'ai... Et tu vois, c'est pareil, c'est-à-dire que il y a un moment où et encore une fois, en toute humilité, comme tu l'as dit, on est entre nous, je peux pas me poser des questions de savoir où je suis pas, parce que, les gars, j'ai fait un TEDx. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Peut-être vous voulez pas de moi, peut-être je vais pas être sur votre plateau, peut-être je vais pas être dans vos... Mais à la fin, toi qui me refuses, j'ai fait un TEDx, les gars. Exactement. J'ai fait la plus grande conférence du monde. C'est pas plus compliqué, tu vois, quand tu parles conférence, TEDx, voilà. C'est comme... et j'essaie de faire court pour conclure, mais tu vois, se nourrir du refus, c'est passé aussi même par ma vie personnelle. C'est que moi, donc, comme on l'a dit, j'ai grandi dans 93. Et à la fin du lycée, c'était pas encore comme aujourd'hui, comme Parcoursup, etc. C'était une feuille, machin, bon, tu vas où? Et moi, c'était soit tu vas à Saint-Denis, à la fac, soit tu vas à Villetaneuse. On m'a pas parlé de Paris, du reste, quoi, de ce que je pouvais faire. On m'a dit, bon, tu vas où? À Saint-Denis ou à Villetaneuse? T'es un mec du 93, pourquoi tu veux aller ailleurs? Tu pouvais pas aller à la Sorbonne, quoi. Ouais, voilà, tu vois. Donc, j'ai dit, ok, bon, voilà. Donc, après, moi, j'ai eu de la chance, j'ai fait de la communication. Et à Saint-Denis, on est très fort dans ce domaine-là, tu vois. J'ai pas été faire du droit et tout, etc. Là où mes gars ont galéré un petit peu. Donc, j'ai fait de la communication, je m'en suis sorti et tout, c'était cool. Et il y a un alternant qui a fait un rapport de stage une fois quand il était, une soutenance de stage une fois quand il était au maximum. Ils ont dit, mais c'est vraiment super ce que vous avez fait dans cette société, on voudrait bien rencontrer
le patron de la société, parce que c'est vraiment super. Et ils m'ont invité à présenter à la Sorbonne au maximum. Ok. Et moi, pour moi, la Sorbonne, c'est Harry Potter, quoi. Tu vois, pour moi, c'est... Tu vois, donc, je me prends à la tête pendant un mois, je fais un PowerPoint, je fais un truc, je fais des trucs de ouf, tout ça. Et donc, je vais à la Sorbonne, je présente et tout machin. Et à la fin, je vois tout le staff un peu gêné en me regardant, tu vois. Ils me disent, bon, à la base, en fait, on vous avait invité pour 10 minutes, quoi. Tu vois, tu vois, pour... Voilà, mais là, ce que vous venez de faire, c'est un cours, en fait. Donc, vous êtes plutôt à l'aise, les élèves étaient là, étaient intéressés, on posait des questions et tout machin, ça vous dirait pas et tout machin. Et donc après ils m'ont dit bon écoutez, on vous rappellera et tout si un jour on a un truc, et on m'a rappelé quelques temps après pour un poste de professeur d'économie numérique. Donc t'es devenu vacataire, quoi. Et j'ai fait ça durant 5 ans. Là j'ai plus le temps parce que voilà, j'ai mes déplacements et tout, mais durant 5 ans j'ai été prof à la Sorbonne Nouvelle. Alors qu'à la base, on m'a dit va à Saint-Denis au truc, tu vois. Donc en fait après quand on veut pas de toi. C'est ça. Hein. En vrai, tu continues à charbonner et voilà, et tu te nourris du refus. Voilà. En tout cas, franchement, merci. Alexis, très bon parcours. Hein. Merci beaucoup, merci à vous pour l'invitation. Merci. Hein. On reste connecté. Toujours. Et... depuis Take Mike quand même, donc on est connecté. Oui, hein. Ça bouge pas. Donc, si ça s'occupe, on sait comment ça se passe. Les carrés ne sont pas prêts, il n'y a pas de parachute. À très bientôt. Si.